Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première d'entre elles va être posée par Monsieur Jérémy Patrier-Leitus pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, dimanche dernier, des centaines de Français au visage hagard et sidéré, aux yeux embués et émus, ont marché en silence dans les rues de Dozulé dans le Calvados, département dont vous êtes comme moi l'élu. Nous avons marché en silence pour rendre hommage à Laure Feuillet, une femme lumineuse et rayonnante, une maman de 28 ans, bibliothécaire passionnée par son métier. Laure Feuillet aimait la vie. Elle lui a été arrachée par son compagnon qui, selon toute vraisemblance, l'a assassinée à l'arme blanche le 14 février dernier. Il y a un an, Laure Feuillet avait brisé le silence et porté plainte contre son compagnon pour violence conjugale. Cela n'aura pas suffi. Laure Feuillet est le visage de toutes ces femmes tombées sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. Les chiffres sont glaçants, ils font froid dans le dos. 28 femmes sont mortes assassinées depuis janvier dernier, encore 2 le week-end dernier. C'est une femme tous les 2 jours et demi. Jour après jour, le décompte macabre se poursuit et le même bilan glaçant se répète qui décrit des vies et des familles brisées. À ce chiffre épouvantable, nous pourrions ajouter les centaines de milliers de femmes victimes de violences conjugales. Madame la Première ministre, la République doit protéger l'ensemble de ses filles et mettre fin à ce fléau qui pourrit notre société et traverse tous les milieux sociaux. Si depuis plusieurs années, des mesures ont été prises dans le prolongement notamment du Grenelle des violences conjugales, force est de constater que des failles et des dysfonctionnements majeurs persistent. Madame la Première ministre, je connais votre engagement et votre détermination à lutter contre les féminicides. Il y a urgence à agir. Nous le devons à Laure Feuillet et à toutes ces femmes assassinées. Ma question est simple. Quel plan national d'urgence pouvez-vous mettre en place pour enrayer ce fléau et dire aux femmes qui nous écoutent en cette veille de la Journée internationale du droit des femmes que dans notre pays, en France, la République les protégera toujours des coups de leurs conjoints, de la folie de leurs prédateurs. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Madame la Présidente, merci. Monsieur le député Patrier-Leitus, vous m'interpellez sur le drame qui s'est produit à Lisieux le 14 février. Permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour Laure, la victime. Vous le savez, pour la 2e fois, le président de la République a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat. Et ce combat contre les violences intrafamiliales est un combat de chaque instant, sans relâche. Tant qu'il y aura des coups et des féminicides, notre combat ne s'arrêtera pas. Demain, je présenterai aux côtés de la Première ministre un plan égalité 2027 qui comportera un certain nombre de mesures ambitieuses pour la protection de ces femmes. La Première ministre en a déjà annoncé hier quelques-unes, dont par exemple une ordonnance de protection immédiate qui permettra une mise en sécurité très rapide de la victime. De même, pour aider les victimes à s'extraire des griffes de leur bourreau, parce que ce n'est pas facile de quitter son conjoint quand il est violent, eh bien, la Première ministre a annoncé la mise en place d'un nouveau dispositif, le PAC Nouveau Départ, que j'ai pu lancer la semaine dernière dans le Val d'Oise pour un premier territoire d'expérimentation. Ce dispositif permettra de bénéficier aux victimes de bénéficier donc d'aide avec un seul référent par l'intermédiaire des caisses d'allocation familiale et sur différents aspects, que ce soit une allocation, que ce soit en termes d'accompagnement à l'emploi ou à la formation, que ce soit un accompagnement psychologique, une aide à la garde d'enfants ou aussi un hébergement d'urgence si besoin. Je précise que ce PAC peut s'appliquer aussi bien aux femmes qui quittent le domicile qu'à celles qui y restent et dont le conjoint a été évincé. Mesdames et messieurs les députés, nous devons rester humbles justement dans ce combat et ne jamais faire de triomphalisme. Nous devons au contraire œuvrer au quotidien. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Aurélien Taché pour le groupe écologiste.
Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Ministre des Affaires étrangères. Le président de la République est rentré dimanche à Paris après une tournée de 4 jours en Afrique centrale et c'est maintenant l'heure du bilan. Au Gabon, sous prétexte d'un sommet sur la forêt boycotté par la société civile et les ONG, le président n'a fait que renforcer Ali Bongo, cœur battant de la France-Afrique, à la veille d'une élection présidentielle. Au Congo-Brazzaville, il s'affiche tout sourire avec Denis Sassou Nguesso, président militaire et responsable d'une guerre civile ayant entraîné le massacre de milliers d'opposants. Il passera ensuite en Angola, sans dire un mot de l'immonde projet ECOP de Total Energy, qui a déjà conduit à l'expropriation de plus de 100 000 paysans. Puis, pour clore cette magnifique tournée, il s'est rendu samedi en République démocratique du Congo, et là, ce fut le clou du spectacle. Incapable de dénoncer le financement de la milice M23 par le Rwanda, le président a cru bon d'insulter Félix Tshisekedi, puis s'est embourbé dans un discours au relent colonialiste qui a profondément choqué son homologue et l'ensemble du plus grand pays francophone au monde. Finalement, Madame la Ministre, cette tournée d'Emmanuel Macron, c'est un peu un mélange de Tintin au Congo et d'OSS 117 en Afrique. Alors comment s'étonner ensuite que l'influence russe s'étende depuis des années sur le continent africain, où le sentiment anti-français, lui, ne fait que croître, que beaucoup de ces États refusent de s'engager à nos côtés dans le soutien à l'Ukraine, qu'après notre échec en Libye puis au Sahel, de grands pays comme le Mali ou le Burkina Faso nous demandent de fermer nos casernes militaires. Chers collègues, croyez-vous vraiment que ces États sont aveugles à la différence de traitement dans l'accueil des réfugiés venus d'Ukraine face à ceux venus d'Afrique ou du Moyen-Orient? Ou encore, ainsi que l'acteur Omar Sy nous l'a récemment rappelé, qu'ils ne voient pas notre indifférence face aux conflits qui ravagent leur continent. La guerre oubliée du Tigré, qui s'achève à peine, a fait 600 000 morts en Éthiopie. Et Emmanuel Macron a pourtant reçu Abiy Ahmed, responsable de ces massacres, en grande pompe à l'Élysée le mois dernier. Il est temps d'en finir avec ce double standard en matière de droits humains et de démocratie en Afrique. L'Empire français, c'est terminé. C'est maintenant avec les diasporas, la société civile et surtout la jeunesse que de nouvelles coopérations doivent se construire à égalité. Alors, Madame la Ministre, vous qui êtes une diplomate aguerrie, ma question est simple. Qu'avez-vous pensé de cette tournée du professeur Macron en Afrique? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Taché, le 27 février, vous vous en souvenez, le président de la République a fixé le cap de notre politique à l'égard de l'Afrique. Un continent qui présente d'immenses potentialités pour les décennies et les décennies qui viennent. En un mot, nous voulons y créer des partenariats équilibrés, dans le respect réciproque et sans arrogance, mais sans complexe, comme il l'a dit. Sans arrogance parce que nous n'imposons ni nos solutions, ni notre vision du monde, car nous avons des atouts à faire valoir, nos liens humains, nos diasporas, vous les avez cités, l'engagement de notre jeunesse, nos entreprises, nos universités. Sans complexe car nous avons une proximité à entretenir, sans connivence ni ingérence et en ne soutenant aucun candidat, vous le savez bien, et en parlant avec tout le monde, y compris avec les oppositions, comme toujours. Et car nous avons une présence économique aussi à encourager, dans un esprit gagnant-gagnant, et car nous avons enfin de nouveaux partenariats à bâtir, la préservation des forêts, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre les pandémies, la défense du multilatéralisme, et je pourrais poursuivre cette énumération. Et sans relâche, nous devons continuer de lutter contre les fractures et contre les incompréhensions. La réponse ne saurait donc être dans la prise de distance, mais au contraire dans l'approfondissement du dialogue. Et je vous invite, Monsieur le député, à y participer. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Manuel Bompard pour le groupe LFI. Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, ce mardi 7 mars fera date dans l'histoire de France. À l'heure où je vous parle, plusieurs millions de personnes défilent dans les rues. Des plus petites communes aux grandes métropoles, c'est le pays tout entier qui se lève. Nous vivons la plus grande journée de grève et de manifestation depuis 50 ans. À l'heure où je vous parle, l'essentiel des trains, des métros et des bus ne circulent plus. Aucune goutte de carburant ne sort des raffineries. Les chaînes de l'industrie sont à l'arrêt. Les centrales électriques réduisent leur production et d'ores et déjà, des assemblées générales ont décidé de poursuivre la grève pour demain. Mais vous faites la sourde oreille, vous ignorez, vous méprisez, vous mentez, vous misez sur le découragement, vous montrez du doigt ceux à qui vous n'avez pas laissé d'autre choix que la grève. Vous tentez de dresser les Français les uns contre les autres. Vous faites du mal à un pays qui souffre déjà beaucoup. Vous êtes irresponsables. Mais vous n'y arriverez pas. Chaque jour qui passe, l'opposition à votre réforme s'amplifie.
L'ensemble des syndicats ont appelé au blocage du pays. 2 tiers des Français les soutiennent dans cette démarche. Les caisses de grève se remplissent. Le peuple est solidaire de ceux qui sacrifient des journées de salaire pour défendre l'intérêt général. Nous leur apportons notre soutien total. Madame la Première ministre, vous ne pouvez pas gouverner seule contre tout le monde. Il n'y a pas de 49-3 contre l'Union populaire. Il n'y a pas de honte à reculer. D'autres l'ont fait avant vous. En 1995, il aura fallu 3 semaines de grève pour l'abandon du plan Juppé. En 2006, 1 mois de manifestation aura permis la fin du contrat première embauche. Madame la Première ministre, combien de temps allez-vous faire payer au pays le prix de votre entêtement? Quand allez-vous enfin retirer votre texte de loi? Merci beaucoup. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, de l'Insertion et du Plein Emploi. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bompard, votre question, par son ton comme par son fond, est symptomatique de votre positionnement politique. Symptomatique parce que vous appelez au blocage. Vous appelez, pour reprendre l'expression d'un responsable syndical, à mettre l'économie à genoux. Mais mettre l'économie à genoux, c'est mettre les travailleurs à genoux. C'est mettre les classes modestes à genoux. C'est mettre en difficulté les petites entreprises. C'est mettre en difficulté les plus fragiles dans notre société. Votre question, elle est aussi symptomatique parce que, d'un mot, vous dites que vous êtes seul. La Première ministre n'est pas seule. La Première ministre est accompagnée par toute la majorité. Et elle est aussi accompagnée, au-delà de la majorité, par toutes celles et ceux qui, en responsabilité, savent que ce que nous faisons permet la pérennité du système par répartition et permet de garantir la solidarité intergénérationnelle. Et puis enfin, monsieur le député, votre question est symptomatique pour une 3e raison. Vous faites le choix de l'outrance, vous faites le choix des grandes déclarations, vous faites le choix du blocage. Et en réalité, vous répétez le choix de l'obstruction. Nous avons fait le choix du débat et de la discussion, vous avez fait le choix de l'obstruction. Vous avez fait le choix de l'irresponsabilité et vous avez fait un choix qui est finalement d'esquiver. Esquiver la responsabilité, ne pas regarder l'avenir, ne pas faire face aux enjeux. Notre majorité, elle est responsable pour vous. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Émilie Chandler pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. 19 novembre, journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant. 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes. 4 dates dans notre calendrier qui sont une occasion de plus pour rappeler les violences qui sont présentes dans les familles. Ces violences, elles brisent des familles, mais surtout des vies. Car au-delà des chiffres de 208 000 femmes victimes de violences conjugales en 2021, des 159 femmes, hommes et enfants décédés en 2021 dans un contexte de violence au sein de la famille, ce sont des gens qui meurent. Depuis le 28 septembre, avec la sénatrice Dominique Vérien, nous travaillons dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par Madame la Première ministre, visant à améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Dans le cadre de cette mission, nous avons déjà rendu certaines recommandations. Ce que nous demandent les victimes, ce que nous demandent les associations, ce que nous demandent les Français, a commencé avec une première avancée par le pacte Nouveau Départ annoncé par Madame la Première ministre et Isabelle Rome. Parmi les recommandations que nous avons rendues, la mise en place des pôles spécialisés dans les violences intrafamiliales dans les tribunaux et l'instauration d'une ordonnance de protection immédiate ont été annoncées. Sur les pôles, au cours de la mission, j'ai pu constater que la circularisation de l'information entre les différents acteurs de la chaîne judiciaire est un élément essentiel pour lutter contre la violence au sein des familles. Presque toutes les juridictions ont développé leur modèle pour répondre à la masse grandissante du contentieux. Il est important d'aider nos concitoyens à mieux s'y retrouver. Sur l'ordonnance de protection immédiate que nous vous avions proposée en tant qu'ordonnance d'éviction ou de mise à l'abri, l'annonce faite semble entraîner beaucoup d'interrogations sur son utilité et sa temporalité, notamment de la part des avocats. Pourriez-vous donc, Monsieur le Ministre, nous apporter des précisions sur les modalités de ces 2 mesures annoncées par Madame la Première ministre? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Émilie Chandler. Je sais à quel point depuis le 28 septembre, avec votre collègue Madame Vérien, vous vous êtes investie pour améliorer encore
la réponse que nous pouvons apporter à ces terrifiants féminicides. Nous avons déjà, vous le savez, beaucoup fait. Téléphone grave danger, bracelet anti-rapprochement, ordonnance de protection, déferment, condamnation beaucoup plus ferme. Mais force est de constater que ce n'est pas suffisant. Hier, vous avez présenté un certain nombre de propositions qui ont été reprises avec enthousiasme par Madame la Première ministre et que je reprendrai également à mon compte avec le même enthousiasme. De quoi s'agit-il? Des pôles spécialisés et non pas des juridictions spécialisées. Je veux rappeler que vous avez auditionné une centaine de personnes. Je veux rappeler que ces pôles ont d'ores et déjà été mis en place après Mérignac. 123, il faut généraliser ces pôles à l'ensemble des tribunaux judiciaires, 164 et des cours d'appel. Et puis la deuxième mesure qui est importante, c'est l'ordonnance de protection. Elle était prise dans un délai de 40 jours, nous avons réduit à 6 jours. Il faut encore impérativement réduire ce délai à 24 heures, comme l'a annoncé hier Madame la Première ministre. Nous allons trouver évidemment toutes les solutions pour présenter le plus rapidement possible un texte qui va dans ce sens, pour une raison toute simple, Madame la députée, c'est que c'est le bon sens. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Une hausse des prix de l'alimentation de 25% en seulement 18 mois. Voilà la réalité terrible que doivent affronter les Français quand les salaires, eux, n'ont augmenté que de 4 à 6% sur la même période. De mois en mois, entre mensonges grossiers et incompétences crasses, vous avez promis que l'inflation était sous contrôle. On voit le résultat. Vous aviez promis des mesures jamais vues, des mesures fortes. On voit le résultat. Un pauvre logo, un énième slogan pour faire la publicité de la grande distribution aux frais du contribuable. Vous aviez promis un carburant proche de 1,50 €. Il est presque à 2 €, seuil que Total accorde dans sa grande mansuétude, après que vous l'ayez supplié de partager les 18 à 35 milliards d'euros de bénéfices que vous avez sciemment protégés. En réalité, Madame la Première ministre, comment pourriez-vous combattre une inflation dont vous chérissez en réalité les causes? La Banque centrale a rendu son verdict. Ce ne sont pas les hausses de salaire qui nourrissent l'inflation, elles sont faméliques. Ce n'est pas l'emballement de l'économie réelle, elle est au bord de l'effondrement. Non, ce qui nourrit aujourd'hui l'inflation, ce sont les surprofits indécents que font les multinationales. Et ces surprofits, vous les avez protégés. Seule Marine Le Pen avait eu le courage de le dire. Seule Marine Le Pen avait eu le courage de le dire et de proposer des mesures qui permettaient de combattre les causes de l'inflation. Car en réalité, voilà votre bilan. Le travail ne paie plus en France, mais c'est le travail des Français qui paie la cupidité des multinationales. Vous avez inventé le ruissellement à l'envers. L'argent de nos compatriotes sur tous les territoires vient arroser les multinationales. Aussi, ma question est simple, Madame la Première ministre. Quand allez-vous rendre leur argent aux Français ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Philippe Tanguy, la justice fiscale, c'est nous. L'incompétence fiscale, c'est vous. La justice fiscale, c'est d'aller taxer l'ensemble des énergéticiens pour récupérer la rente qu'ils ont faite sur l'électricité ou sur le gaz, pour apporter 46 milliards d'euros au trésor public que vous n'avez pas voté. La justice fiscale, c'est la mise en place d'une imposition minimale à l'imposition sur le revenu, poussée par cette majorité, poussée par ce gouvernement, défendue et obtenue par le président de la République. 15% de taxation minimale, c'est la justice fiscale, c'est vous qui l'avez obtenue, vous ne l'avez pas votée. La justice fiscale, c'est taxer les géants du numérique, les Google, les Amazon, les Facebook, tous ceux qui jusqu'à présent n'étaient pas taxés et qui, grâce à cette majorité, vont être taxés pour 700 millions d'euros de revenus fiscaux en 2023. Vous l'avez voté, vous ne l'avez pas voté, mesdames et messieurs les députés du Rassemblement national.
Vous ne défendez pas la justice fiscale, vous défendez toujours les mêmes idées. Vous n'avez qu'un seul mot à la bouche, la TVA, la TVA, la TVA. Mais prenons vos solutions. Si nous baissions la TVA sur les produits alimentaires, cela coûterait 7 milliards d'euros. Si nous baissions la TVA sur l'essence, cela coûterait 10 milliards d'euros. 17 milliards d'euros, à supposer que ça n'aille pas dans la poche des distributeurs ou des industriels, c'est toujours 3 fois moins que les 46 milliards d'euros que nous avons mis pour protéger les Français contre l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz. L'incompétence, c'est vous. La décision de la justice, c'est nous. Je vous remercie, Monsieur Tanguy. Monsieur le ministre Le Maire, comment pourriez-vous taxer les surprofits d'EDF puisque vous avez tellement ruiné cette entreprise qu'elle fait 18 milliards de pertes? Je vous remercie. La parole est à Madame Annie Genevard pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Nouvelle illustration du « en même temps » cher au Président de la République, notre pays a en effet réussi la performance diplomatique d'être en froid et avec l'Algérie et avec le Maroc. Le Maroc a rappelé son ambassadeur à Paris le 19 janvier dernier et dénoncé ces derniers jours des relations avec la France qui sont, je le cite, ni bonnes ni amicales. Terrible constat de la part de ce pays traditionnellement ami. Le 8 février, c'était au tour de l'Algérie de rappeler son ambassadeur pour consultation afin de protester contre l'exfiltration de la militante algérienne Amira Bouraoui. Dans la foulée, le pays annonçait qu'il cesserait de délivrer les indispensables laissez-passer consulaires. Concrètement, cela signifie que l'Algérie ne reprend désormais plus aucun de ses ressortissants expulsés par la France. Madame la Première ministre, au-delà des conséquences diplomatiques désastreuses qui contribuent à affaiblir toujours plus notre pays, déjà à la peine sur le continent africain, cette crise avec 2 pays majeurs du Maghreb révèle une fois de plus l'échec de votre politique d'expulsion des étrangers en situation irrégulière. 0,2% avec l'Algérie et 2,4% avec le Maroc. Comment, Madame la Première ministre, dans ces conditions diplomatiques particulièrement défavorables, comptez-vous réaliser la promesse de votre ministre de l'Intérieur d'atteindre 100% des OQTF? Engagement qui apparaît de plus en plus au mieux comme un vœu pieux, au pire comme une promesse à laquelle personne de sérieux ne peut accorder le moindre crédit. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Madame la députée, la France est liée au Maroc et à l'Algérie par des liens d'une nature exceptionnelle, des liens qui dépassent les personnes et qui dépassent les contingences, car ils prennent racine dans une histoire partagée, une histoire d'une richesse, mais aussi d'une complexité, vous l'avez dit, qui est hors du commun. Alors ces liens hors du commun, on peut les voir à l'œuvre avant tout dans les échanges humains. Nos 3 pays sont liés indéfectiblement par leur jeunesse, par leurs étudiants, par leur langue, par leur histoire, par les histoires familiales, des histoires imbriquées dans la grande histoire. Malheureusement, Madame la députée, dans ce genre de relations étroites, on ne peut éviter parfois des périodes de doute ou quelques accros. On le sait. Mais ce qui est important, c'est ce que nous voulons pour l'avenir. Par-delà ces vicissitudes. C'est le sens de la visite d'amitié du président de la République en Algérie fin août dernier et c'est celle de Madame la Première ministre en octobre, oui, qui ont l'une et l'autre tracé des perspectives pour le temps long entre nos 2 pays, y compris sur le plan mémoriel. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter qu'il est de la responsabilité de tous de contribuer à développer notre relation avec l'Algérie. Ce que nous voulons pour l'avenir, Madame la députée, c'est aussi ce que j'ai présenté au Maroc en décembre, visite qui a posé un jalon important et qui était nécessaire, vous le savez. Alors avec le Maroc comme avec l'Algérie, nous regardons vers l'avenir car nous avons une ambition forte et nous entendons poursuivre ce travail au bénéfice de nos peuples et en particulier au bénéfice de nos jeunesses. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la ministre. Merci beaucoup. Madame Genevard. Merci Madame la Présidente. Alors ce double fiasco, Madame la Ministre, ce double fiasco diplomatique et migratoire ne vous est sans doute pas directement imputable. Néanmoins, les conséquences sont là. Et je regarde Monsieur le ministre de l'Intérieur
Aujourd'hui, plus aucune OQTF ne peut être satisfaite, notamment avec l'Algérie. Comment allez-vous répondre à ce problème majeur pour notre pays? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Christophe Nejlen pour le groupe LYOT. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, alors que certains parlent de mettre la France à genoux, je voulais vous interpeller sur ces personnes qui, peu importe les crises ou les pandémies, sont aux côtés de nos concitoyens et notamment des plus fragiles. Les infirmières et les infirmiers libéraux n'ont ni bénéficié de la prime Covid, ni celle du Ségur de la santé. Ils sont des maillons essentiels pour notre société, pour assurer la continuité des soins dans un contexte où le gouvernement affiche une politique ambitieuse du bien vieillir à domicile. Ils sont toujours en première ligne, exercent un métier pénible dont la pénibilité n'est pas prise en compte pour leur retraite et pallie le manque de soins sur nos territoires sous-dotés. La revalorisation financière de leurs actes est inchangée depuis plus de 10 ans, alors que la France connaît un contexte inflationniste préjudiciable à tous. Leurs indemnités forfaitaires de déplacement est fixée à 2,50 €, ce qui est à la base plus que minime, ce qui devient insignifiant au vu de l'augmentation du prix de l'essence, d'autant plus que son montant, d'autant plus indécent, compte tenu qu'au 31 décembre 2022, l'aide exceptionnelle au déplacement pour ces professionnels, qui bénéficiaient depuis avril 2022 d'une maigre revalorisation de 4 centimes, a été supprimée. Cette indemnité est complétée par une indemnité kilométrique de 50 centimes d'euros par kilomètre, dès lors que le patient n'habite pas dans le village du professionnel, ce qui crée une fois de plus un préjudice pour nos territoires ruraux. Je prends l'exemple de cette infirmière bressaude qui se voit refuser ce remboursement avec pour seule faute d'exercer dans une commune de 57 km². Madame la Première ministre, qu'entend faire le gouvernement pour que, d'une part, nous puissions assouplir ces conditions qui ne prennent pas en compte la réalité de tous les territoires, mais aussi et simplement pour envoyer un signal fort à toutes ces femmes et ces hommes qui, tous les jours, assurent une présence et un service indispensables. Je vous remercie. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Christophe Nejlen. Vous avez raison de le dire, les infirmières et les infirmiers libéraux sont essentiels pour l'accès aux soins et à la santé de nos concitoyens. Dans la France rurale, dans les zones de montagne, dans les petites communes ou dans les villes moyennes, ils sont bien souvent les visages accessibles du soin. En semaine comme le week-end, ils parcourent des dizaines de kilomètres par jour au contact des Françaises et des Français qui en ont besoin. Au nom du gouvernement, je veux leur dire toute ma reconnaissance. Et avec le ministre de la Santé, François Braun, nous sommes mobilisés à leur côté. Concernant l'indemnité kilométrique, nous sommes bien conscients des difficultés, notamment dans ces périodes de prix élevés des carburants. Dès 2019, le mode de calcul des indemnités kilométriques a été révisé pour mieux prendre en compte la réalité des déplacements. Il n'y a désormais plus de règles uniques dans tout le pays et c'est à l'échelle de chaque département qu'elles peuvent être négociées en tenant compte des réalités locales. Et en écho à votre alerte, le ministre de la Santé demandera à l'assurance maladie de veiller à la bonne prise en compte des réalités locales. De plus, l'an dernier, l'assurance maladie a revalorisé les indemnités kilométriques pour les infirmières et infirmiers libéraux. Et bien sûr, les infirmières et infirmiers libéraux ont bénéficié des différentes aides mises en place par le gouvernement qui ont été doublées par l'assurance maladie. S'agissant de la rémunération, nous avons mis en place en 2020 le bilan de soins infirmiers qui a rénové le mode de facturation des actes infirmiers avec une rémunération forfaitaire journalière adaptée aux patients. Et depuis le 1er janvier 2022, cet outil a été étendu à l'ensemble des patients dépendants. Et ce bilan de soins infirmiers connaît un succès important et nous allons pratiquement doubler les financements avec 217 millions d'euros d'ici 2024. Pour autant, je sais que des interrogations, des doutes et des difficultés persistent. C'est pourquoi nous travaillons avec les soignants pour faire évoluer le métier d'infirmier libéral. Nous voulons notamment permettre une adaptation des formations, des référentiels d'activité et des compétences. Une mission commune des inspections du ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur est en cours sur ce sujet.
Et par ailleurs, le gouvernement se mobilise pour enrichir ce métier d'infirmiers et d'infirmières libéraux. Je pense à l'élargissement des compétences vaccinales, par exemple, ou encore à l'expérimentation de l'établissement de certificats de décès, très attendu dans les territoires, notamment par les maires. Vous voyez, Monsieur le Président Negelen, cette évolution du métier d'infirmière et d'infirmier va de pair avec le renforcement de son attractivité, qui est l'une des conditions pour assurer une meilleure offre de soins sur tout notre territoire. Et je sais que cette préoccupation est très largement partagée sur ces bancs, comme en témoigne l'adoption à l'unanimité de la proposition de loi portée par la rapporteure générale Stéphanie Rist ces dernières semaines. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. La parole est à Monsieur Fabien Lainé pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, je souhaite vous interpeller à propos de la situation sanitaire au regard de l'influenza aviaire hautement pathogène qui frappe durement nos éleveurs et au-delà toute la filière avicole. Pour faire face aux différentes vagues d'épizootie depuis 2017, le gouvernement a toujours été aux côtés des acteurs de la filière palmipède via des indemnisations massives. En tant que parlementaire landais, je souhaitais saluer cet effort constant. Au printemps 2017, le ministre de l'Agriculture d'alors avait signé un pacte de biosécurité avec la filière palmipède à foie gras, créant ainsi des mesures préventives et réglementaires cherchant à réduire les risques de diffusion et de transmission. Dans le sud-ouest de la France, entre le 15 décembre 2022 et le 15 janvier 2023, le gouvernement a mis en place le plan Adour, ayant pour but de créer un vide sanitaire. Ce plan a permis de limiter considérablement le nombre de foyers d'épizootie, permettant de relancer le repeuplement des volailles. Malgré les avancées conséquentes de la biosécurité, l'épizootie se répète, se généralise en France et en Europe. Mais fort heureusement, nous entrevoyons désormais un espoir avec l'arrivée prochaine du vaccin. Sans qu'elle ne devienne un substitut de la biosécurité, nous devons envisager de recourir à la vaccination massive. Mais celle-ci ne peut se mettre en place sans l'aide de l'État qui doit soutenir la filière avicole dans cette démarche. La vaccination doit se faire volaille par volaille, avec un coût unitaire du vaccin très élevé. En outre, on devra ajouter un monitoring post-vaccination particulièrement lourd et onéreux, et cela afin de garantir la crédibilité et l'efficacité de la stratégie vaccinale retenue. Compte tenu de ces conditions décrites, Monsieur le ministre, envisagez-vous la mise en place d'un plan visant à soutenir financièrement nos éleveurs lors du déploiement de la vaccination? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fabien Lainé. Merci de votre question qui me permet de faire le point sur l'influenza aviaire. D'abord le point d'étape sur l'influenza elle-même. Je vous rappelle qu'à l'issue de l'épisode de l'année dernière, nous avions eu plus de 1400 foyers. Nous sommes à date à un peu plus de 310 foyers, ce qui est quand même... alors je pense à tous les éleveurs touchés, pour qui c'est parfois le deuxième, le troisième, ou voire plus d'épisodes. Mais c'est quand même une meilleure nouvelle que l'année précédente, alors que nous nourrissions, à date en tout cas, que nous nourrissions des inquiétudes l'an dernier, puisqu'on sait très bien que l'influenza était restée endémique. Premier élément. Deuxième élément, on a été à la hauteur, je crois, y compris de l'accompagnement des éleveurs, y compris en termes d'indemnisation, puisque plus d'1 milliard d'euros ont été prévus pour l'indemnisation de la période qui courait en 2021 et en 2022, et que nous avons mis en place le même dispositif. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire désormais? La première chose, il faut saluer le plan Adour. Alors, si vous avez dit, vous avez raison de saluer l'action du gouvernement, mais c'est un plan qui a été monté avec les éleveurs, et qui a été voulu par les éleveurs, qui était un plan au fond de dédensification, c'est-à-dire dans les périodes les plus à risque, décembre, janvier, de faire en sorte qu'on ne repeuple pas tout de suite les élevages pour éviter les périodes où il y a le plus de risques de contamination. Et ça a plutôt marché, puisque dans la grande zone sud-ouest, il y avait en moyenne 300 foyers, il n'y en a que 20 cette année qui sont constatés. On n'est pas complètement au bout de l'épisode, mais enfin, en tout cas, on peut constater que ça a été dans le bon sens. L'objectif, c'est de prolonger ces mesures-là, et donc on aura un accompagnement financier, ça nous paraît important de le faire. Premier objectif. Deuxième objectif, de penser la même chose sur d'autres zones, de regarder comment on peut le faire, y compris pour préserver le patrimoine génétique qui sert pour les canards, qui est en Pays de Loire et qui est menacé par l'influenza en Pays de Loire du fait des épisodes récents. Puis troisième élément, j'y viens, la vaccination. Nous avons les résultats de la vaccination qui vont arriver d'ici le courant du mois de mars. On a commencé à déployer un plan parce qu'il faut faire de la logistique, de la prévisibilité sur ces sujets-là. J'ai annoncé que le gouvernement, l'État prendra en charge une partie de la vaccination.
Et deuxième élément, on a besoin de travailler sur les normes de commerce. Pourquoi? Parce qu'il y a des échanges internationaux qui sont soumis parfois à des règles de vaccination. Il ne faudrait pas que ça vienne obérer nos capacités d'export. Voilà les sujets sur lesquels nous travaillons. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Aymeric Salmon pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Aujourd'hui, de très nombreux Français sont dans la rue, comme dans ma circonscription, sur le rond-point d'Amblans et Velotte, pour vous signifier dans le calme leur opposition à votre réforme des retraites. Les syndicats nous annoncent le blocage de la France. Ce blocage est en fait une coproduction. Vous en êtes la première responsable. C'est vous qui avez choisi de faire passer votre néfaste, inutile et injuste réforme des retraites par un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale et ainsi limiter la durée du débat. Ce débat, nous ne l'avons même pas eu dans cet hémicycle à cause de l'obstruction de l'extrême gauche NUPES, mais c'est bien vous la responsable de ce choix. Je disais coproduction car je n'oublie pas que l'extrême gauche NUPES a en avril dernier appelé à voter pour Emmanuel Macron dont le seul programme était justement le recul de l'âge de départ à la retraite. Et même récemment ici, lorsqu'une motion référendaire a été discutée, l'extrême gauche NUPES, parce qu'ils avaient perdu un pile ou face, a préféré déserter que voter cette motion référendaire. Collègues de l'extrême gauche NUPES, vous êtes co-responsables de cette casse sociale qui s'annonce. Aujourd'hui, Madame la Première ministre, pour ne pas entraîner la France dans un blocage qui pourrait s'avérer dramatique pour notre économie, déjà bien malmenée par votre politique, vous avez une solution et vous pouvez sortir par le haut. Organiser un référendum. Alors ma question est simple, Madame la Première ministre. Quand allez-vous proposer au Président de la République, comme vous le permet l'article 11 de la Constitution, de demander aux Français de trancher par référendum si oui ou non ils souhaitent l'application de votre projet de loi? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Salmon. D'abord, il n'y a pas lieu, et encore moins dans cet hémicycle, d'envisager qu'il puisse y avoir une sorte de conflit de légitimité entre la légitimité de la rue et la légitimité de la représentation nationale. Vous avez été, Monsieur le député, comme l'ensemble des parlementaires ici dans cet hémicycle, désignés par le peuple pour pouvoir faire la loi, amender la loi, voter la loi, proposer ou vous opposer. Je dis ça par rapport à certains discours qui tendraient à compter et à comparer la légitimité de l'un et l'autre. Nous avons un fonctionnement dans notre République démocratique qui repose sur le respect des institutions. Dans la même veine, Monsieur le député, vous avez eu l'occasion de soumettre et de défendre ici même dans cet hémicycle une motion visant à imposer ou à proposer un référendum. Monsieur le député, vous avez été battu au vote et je ne doute pas une seconde que vous n'ayez envie d'en contester le résultat. Vous avez eu cette opportunité. Les parlementaires ont fait le choix de se rassembler pour examiner cet important projet de loi pour l'avenir de notre modèle social. Vous déplorez, et je peux le faire avec vous, le fait que les débats n'aient pas pu aller à leur terme. Non pas, Monsieur le député, comme vous l'insinuez, parce que la durée accordée au débat aurait été rabougrie. Il n'y a jamais eu un temps de débat aussi long sur une réforme des retraites dans la Ve République que le temps accordé dans cet hémicycle ainsi qu'au Sénat, avec plus de 100 heures accordées au Sénat. Et je note que les sénateurs se réunissent jour et nuit jusqu'à 3 heures du matin hier pour pouvoir adopter déjà jusqu'à l'article 6. Ils vont entamer aujourd'hui, je le souhaite, le fameux article 7, permettant au débat démocratique de se poursuivre. Nous respectons la contestation sociale sous toutes ses formes, sous forme de manifestation ou de grève évidemment, et nous rappelons notre ambition, réformer le pays, c'est-à-dire aussi éviter que ce pays soit paralysé, bloqué et que nous puissions avancer collectivement. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Salmon. Votre entêtement est un message clair pour les Français. S'ils souhaitent un retour en arrière sur ce projet de loi, ils n'ont qu'un seul moyen, voter Marine Le Pen en 2027. Je vous remercie. La parole est à Madame Pascale Martin pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, vous avez affirmé hier en interview que la volonté du gouvernement était d'atteindre l'égalité salariale et qu'il fallait se battre pour l'obtenir. La réforme des retraites pénalise les femmes et méprise leur travail, même M. Riester le concède. De l'aveu même de Monsieur le ministre du Travail, et je le cite, le débat sur la retraite pour les femmes est extrêmement compliqué.
À la veille de la Journée internationale des droits des femmes et 40 ans après la loi Roudy, les femmes touchent toujours en moyenne un quart de salaire en moins que les hommes. Contrairement à ce que vous avez dit hier, elles sont toujours contraintes au temps partiel et aux carrières hachées. Selon vous, les femmes peuvent aujourd'hui concilier vie professionnelle et vie familiale. Ah bon? Dans ce cas, pourquoi les jeunes mères sont-elles si souvent contraintes de passer à temps partiel? Pourquoi les femmes s'appauvrissent lorsqu'elles deviennent mères? Et surtout, pourquoi votre gouvernement ne fait rien pour améliorer l'accès à l'emploi des mères? Où sont les places en crèche et le vrai service public de la petite enfance dont nous avons besoin? De ce fait, le report de l'âge de départ à la retraite touchera plus fortement les femmes que les hommes. Rien n'est clair sur les dispositifs pouvant atténuer ces effets. Alors que la droite sénatoriale semble bien décidée à intégrer des politiques natalistes, rétrogrades et sexistes à cette réforme, le gouvernement remet ce débat au prochain budget de la sécurité sociale. J'ai évoqué plusieurs exemples, notamment celui de Pascaline, 52 ans, au chômage et désespérée par le refus d'embauche des employeurs. D'autres femmes m'ont dit qu'elles vivaient la même situation et qu'elles ne comprenaient pas votre acharnement. Mensonge après mensonge, les femmes sont dans la rue parce qu'elles n'en peuvent plus. Et les hommes sont avec elles car eux aussi n'en peuvent plus. Aujourd'hui, vous bloquez le pays. Les femmes vont moins perdre que prévu, mais elles vont perdre quand même, déclare M. Martinez. Pouvons-nous compter sur votre engagement pour qu'enfin les femmes puissent vivre dignement de leur travail, puis de leur retraite? Merci beaucoup. La parole est à M. Olivier Dussopt, ministre du Travail, de l'Insertion et du Plein Emploi. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Martin. Finalement, de toute votre question, nous pouvons tomber d'accord sur peut-être un point. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes reste un défi. Ça reste un objectif et ça reste un défi. Beaucoup a été fait par ce gouvernement et par ceux qui l'ont précédé. Beaucoup a été fait pour l'accès des femmes à l'emploi, c'est une bonne nouvelle. Beaucoup a été fait pour l'accès des femmes à l'éducation, c'est évidemment une bonne nouvelle. C'est une marche de l'histoire qu'il faut continuer, qu'il faut accélérer. Dans le précédent quinquennat, dans celui qui a précédé, dans celui encore avant, chaque fois les majorités qui se sont succédées ont adopté des textes permettant d'apporter leur pierre à la construction de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Vous avez, à l'occasion de votre... Je vous ai écouté, madame, je vous ai écouté. À l'occasion de chacune de ces politiques, l'objectif a toujours été le même, faire en sorte que l'égalité soit au rendez-vous. Et puisque vous avez évoqué la question des retraites, ça me permet d'apporter deux précisions. La première précision, c'est que notre système de retraite, aussi complexe soit-il, n'est pas un système de retraite qui est injuste avec les femmes. Aucune règle du système de retraite ne discrimine les femmes ou les hommes. Notre système de retraite, lorsqu'il calcule la pension d'une assurée, il tient compte des inégalités accumulées tout au long de la vie. Et donc le véritable chantier pour réduire ces inégalités, c'est de travailler sur l'égalité professionnelle. La deuxième chose que je veux souligner, et qui va à rebours de votre question, c'est qu'avec cette réforme des retraites, nous demandons un effort aux Françaises et aux Français qui consiste à travailler un peu plus pour garantir le système par répartition. Mais lorsque vous regardez l'étude d'impact, lorsque vous regardez les projections qui sont faites, la répartition de cet effort entre les femmes et entre les hommes, c'est 50-50. Et nous y avons veillé avec Madame la Première ministre. Nous travaillons pour cela, mais j'ai une interrogation quand je vous écoute, Madame la députée. Si vous êtes aussi attachée à l'égalité professionnelle femmes-hommes que cela, pourquoi est-ce que votre famille politique n'a jamais soutenu les propositions de loi, les projets de loi portés par cette majorité pour améliorer l'égalité? Jamais vous ne les avez soutenus. C'est cette majorité qui travaille pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Hervé Solignac pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, le Président de la République a annoncé à la surprise générale qu'il présidera demain un hommage à la mémoire de Gisèle Halimi à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Cette initiative a suscité beaucoup de réactions, d'incompréhension et même parfois de colère. Madame la Première ministre, si Gisèle Halimi était encore des nôtres, elle serait en ce moment aux côtés de celles et ceux qui battent le pavé pour dénoncer une réforme dont les premières victimes seront les femmes. Nombre de ses proches dénoncent une instrumentalisation politique et une opération de communication grossière. Gisèle Halimi a mené tant de combats que nul ne peut l'enfermer dans une cause unique. Mais chacun sait qu'elle a surtout défendu avec acharnement la dignité des femmes et des peuples. Chacun sait combien son engagement force le respect et l'admiration de millions de Françaises et de Français. Chacun sait aussi que les batailles qui furent les siennes ont contribué à faire grandir les idéaux de la République.
Dans ces conditions, Gisèle Halimi mérite mieux qu'un hommage en forme de provocation. Et la seule reconnaissance qui soit à la hauteur de son engagement serait de décider enfin de son entrée au Panthéon. Le président de la République doit mettre fin à des atermoiements qui sont vécus comme du mépris par ceux qui ont la conviction que la place de cette femme au parcours de vie exceptionnel se trouve légitimement aux côtés de celles et ceux qui sont l'honneur de la France. Les tergiversations du président de la République ne sont pas recevables. Pas une femme, pas un homme qui ne se soit tout entier consacré à tant de grandes causes ne peut prétendre au consensus. Et c'est dans ce temple de tous les dieux qu'il convient désormais de faire entrer cette grande femme. C'est donc avec solennité que je vous demande, Madame la Première ministre, si vous allez enfin œuvrer pour favoriser l'entrée au Panthéon de Gisèle Halimi. Je vous remercie. La parole est à Madame Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Solignac, je vous remercie de votre question. Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, est une occasion chaque année de constater que le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes reste d'actualité. Et face à la montée de la pensée conservatrice, nous devons protéger nos concitoyennes, protéger leurs droits les plus fondamentaux. En rendant un hommage national à Gisèle Halimi, le président de la République a choisi d'honorer une femme de combat, une pionnière du féminisme, une avocate courageuse dont la plaidoirie au procès de Bobigny restera gravée dans le marbre de nos mémoires. L'avancée sociétale fondamentale pour les droits des femmes que constitue l'accès à l'interruption volontaire de grossesse mérite, elle aussi, d'être gravée dans le marbre de notre plus puissant texte républicain. Et c'est ainsi que nous protégerons nos filles de toutes les idées rétrogrades qui pourraient un jour avoir gratuité dans notre République. Le plan en faveur de l'égalité que je présenterai demain aux côtés de la Première ministre a été élaboré dans cet esprit autour de 4 axes: la lutte contre les violences, l'égalité économique, la santé des femmes, la culture de l'égalité. Je pense que Gisèle Halimi aurait apprécié ce plan. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail et du Plein Emploi. Monsieur le ministre, alors que les travaux sur le projet de loi de réforme des retraites se poursuivent au Sénat, ceux-ci permettront, je l'espère, de démontrer que cette réforme comporte des mesures favorables aux femmes, mesures que nous n'avons malheureusement pas pu aborder à cause de la regrettable obstruction opérée par la France insoumise. Je veux parler de la revalorisation des petites retraites qui bénéficiera très majoritairement aux femmes. Je veux parler de la prise en compte des congés parentaux qui bénéficiera très majoritairement aux femmes. Je veux parler de la prise en compte des congés proches aidants qui bénéficiera également très majoritairement aux femmes. De plus, la majorité, au travers de plusieurs amendements portés notamment par Véronique Rioton et Marie-Pierre Rixain, ainsi que par les groupes MoDem et Horizon, souhaite enrichir le texte et nous espérons que les débats au Sénat permettront de concrétiser ces avancées. De nouvelles pistes sont également à l'étude, notamment celle d'une surcote pour les femmes ayant eu un enfant et atteint un nombre suffisant de trimestres avant l'âge de départ à la retraite. Pouvez-vous, sur ce point, Monsieur le ministre, nous indiquer l'avis du gouvernement ? Nous le savons, les retraites des femmes sont moins élevées, tout simplement parce qu'elles sont le reflet de carrières moins bien rémunérées et souvent impactées par leur vie familiale. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous indiquer quelles mesures vous envisagez de mettre en œuvre pour poursuivre le combat contre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes et pour permettre aux femmes d'accéder aux mêmes carrières que les hommes? Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, de l'Insertion et du Plein Emploi. Merci, Madame la Présidente, Madame la députée.
Vous m'interrogez sur la situation des femmes au moment du départ à la retraite et notamment sur ce que nous voulons faire pour faire en sorte que l'égalité professionnelle soit au rendez-vous afin de réduire ces inégalités de pension. Le texte que nous vous présentons, tel que nous l'avons élaboré avec Madame la Première ministre, prévoit un certain nombre de mesures que vous avez évoquées et je regrette moi aussi que votre Assemblée n'ait pu les examiner. L'intégration de trimestres cotisés au titre de l'assurance vieillesse pour les parents au foyer, donc de congé parental, à la fois dans le calcul de l'éligibilité à la pension minimum, mais aussi dans le calcul de l'éligibilité à des départs anticipés au titre du dispositif de carrière longue. Le fait que nous souhaitions créer une assurance vieillesse pour les aidants, parce que nous savons que les aidants sont souvent des aidantes, et c'est une manière aussi forte d'aider les femmes. Des amendements portés par la majorité. Je pense à l'amendement de M. Vigier sur l'intégration au titre du MoDem, sur l'intégration des indemnités journalières d'avant 2012 dans le calcul des retraites pour les revaloriser. Je pense à l'amendement du groupe Horizon, mais aussi du groupe communiste, pour faire en sorte de mieux tenir compte des difficultés liées à la perte d'un enfant et au deuil d'un enfant en bas âge, avec les conséquences que cela a aujourd'hui sur l'octroi ou le maintien de la majoration de 10% pour le troisième enfant. Autant de sujets d'avancée dont j'espère évidemment que le Sénat viendra les concrétiser et qu'ensuite votre Assemblée pourra les confirmer. La majorité sénatoriale a proposé un dispositif que nous regardons avec beaucoup de bienveillance. Je m'explique en un mot. De plus en plus de femmes ont, au moment du départ à la retraite, acquis des trimestres au titre de leur carrière professionnelle, mais aussi au titre de leur maternité. Et lorsque leur carrière professionnelle est complète, ces trimestres peuvent sembler moins utiles. La majorité sénatoriale propose que, d'une part, les femmes ayant une carrière hachée, et nous savons qu'elles sont plus nombreuses à être ainsi concernées, puissent continuer à bénéficier de ces majorations de durée pour éviter la décote et reconstituer leur carrière. Mais que dans le même temps, celles qui auraient atteint la durée de cotisation requise du fait de ces trimestres de maternité puissent, à partir de 63 ans, bénéficier d'une surcote et que ce qui est perdu en temps puisse être gagné en surcote de la pension. Sur le principe, nous y sommes favorables et nous allons continuer à travailler avec eux. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Alexandre Vincendet pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Christophe Béchu. Monsieur le Ministre, le 1er janvier 2023, la zone à faible émission du Grand Lyon est entrée en vigueur pour les voitures des particuliers après une période pédagogique de 4 mois. La cause affichée, on peut le dire, est indiscutable. Cependant, combattre les particules fines ne peut se faire au détriment des plus modestes, des travailleurs qui se lèvent tôt, qui sont, eux, les grands oubliés de cette politique écologique punitive. Car les classes populaires ne polluent pas volontairement. Elles ne peuvent pas faire autrement. On ne pollue pas volontairement quand on habite en banlieue. On ne pollue pas volontairement quand la métropole de Lyon ajourne l'extension des lignes de métro. Quelle hypocrisie de la part des dirigeants verts de vouloir sanctionner les plus modestes qui ne peuvent pas s'acheter une voiture neuve ou une voiture électrique, au risque de les reléguer dans les banlieues, en leur interdisant ainsi l'entrée dans les grandes villes, y compris pour aller y travailler. Face à la mobilisation d'une grande partie de la population et des élus locaux, la métropole de Lyon a annoncé ralentir la cadence par rapport au calendrier initial, mais ce n'est, vous en conviendrez, que reporter le problème. Que comptez-vous faire, Monsieur le Ministre, pour mettre fin à la sourde colère qui gronde face à cette écologie punitive qui creuse des inégalités sociales entre les centres urbains et les habitants des quartiers populaires, ainsi que des centaines de villes moyennes, comme Dreux pour Paris ou Villefranche-sur-Saône pour Lyon. Il ne faut pas que ces ZFE deviennent un outil de ségrégation et d'assignation à résidence. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vincendet. D'abord, j'aimerais vous remercier pour la manière dont vous avez commencé à poser cette question en expliquant que le combat contre les particules fines, contre les morts qui sont liées au dioxyde d'azote, il n'avait pas de frontières et que nous nous retrouvions dans ce combat. Je voudrais vous rappeler que ces ZFE, qui sont une mesure de santé publique, ça n'est pas une invention française, ça existe dans 270 villes européennes. Et vous l'avez dit, il y a des difficultés potentielles pour les plus modestes. Il y en a aussi compte tenu de cette pollution, parce qu'on sait que les premières victimes de cette pollution atmosphérique, ceux qui sont en première ligne, sont à la fois les personnes âgées, les enfants et ceux qui sont les plus mal logés. Mais votre question, j'ai le sentiment qu'elle porte plutôt sur les conditions d'application à l'intérieur de la métropole de Lyon que sur le dispositif en lui-même. Et vous me donnez l'occasion de revenir sur l'épisode de communication qui a eu lieu il y a quelques semaines dans cette métropole, avec le président de la métropole expliquant qu'à cause de l'État, il était obligé de différer et de renoncer à cette ambition. De quoi s'agit-il ?
Il a annoncé, pour montrer que la métropole de Lyon était certainement la plus pure, la plus radicale de France, qu'il n'y aurait pas seulement une date pour les critères 5, pour les critères 3 et pour les critères 3, mais même pour les critères 2, alors que rien dans la loi n'est prévu pour ce type de véhicule. Je vais plus loin. Aujourd'hui, la loi ne dit pas que vous avez l'obligation d'interdire des véhicules. Elle dit, si vous dépassez les seuils de pollution de l'air fixés au niveau européen, vous avez un calendrier progressif. Si vous ne les dépassez pas, vous n'avez aucune obligation d'interdire des véhicules dans les centres-villes. Ce qui explique à la fois les cas d'exonération et la politique constante du gouvernement dans ce domaine. Donc, pour être clair, que ceux qui ont décidé de faire de l'écologie un prétexte électoral ne viennent pas aujourd'hui se plaindre d'être rattrapés par la réalité de leurs concitoyens. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Vincent Day. Merci, Monsieur le ministre. Simplement, il est important quand même de voir que s'il y a des applications qui sont plus strictes encore que la loi, avec justement dans la métropole de Lyon le fait d'interdire demain les véhicules critères 2, nous avons une véritable bombe sociale devant nous, parce que nous empêcherons demain des milliers de personnes précaires de venir travailler dans les métropoles et nous continuerons à fracturer nos territoires et ce n'est pas acceptable et nous devons travailler là-dessus pour les plus précaires. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe GDR. Madame la Première ministre, c'est le moment. C'est maintenant. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être dans quelques heures, quoique finalement l'Assemblée nationale serait un bon lieu pour faire vos annonces. C'est un grand jour de grève. Des femmes et des hommes manifestent massivement, à nouveau dans tout le pays, contre la réforme des retraites. N'allez pas croire que cela réponde à une sorte de folklore. Celles et ceux qui refusent votre projet sont déterminés. Elles ont bien compris les enjeux. Elles veulent être respectées. Depuis des semaines et des semaines, en réalité, vous n'avez convaincu personne. Finalement, ils sont presque tous et toutes ici, dans cet hémicycle, les partisans de cette réforme. Il y en a quelques dizaines au Sénat. Il y a le président de la République aussi à l'Élysée qui regarde défiler les pancartes aujourd'hui. Et peut-être également le bureau exécutif du MEDEF, même si il n'ose pas trop s'envoyer. Alors ces derniers jours, vous avez fait les fonds de tiroir, des arguments du sauf qui peut, des arguments de la dernière chance. La réforme serait soi-disant une réforme de gauche et le mouvement social nuirait au climat. Vous avez perdu, Madame la Première ministre, la bataille des retraites. Il apparaît clairement que votre réforme est inutile, injuste et fondamentalement régressive. C'est 2 ans de plus ou des pensions en berne. Vous avez perdu la bataille des retraites. Par respect pour l'esprit de la démocratie et de la République, vous devez l'admettre. Il n'y a pas d'autre issue raisonnable que le retrait du texte. Ne continuez pas à tenter le coup, arrêtez le passage en force. Le président et vous-même semblez en faire une question d'autorité. Si vous voulez avoir une chance de restaurer quelques autorités, quelques possibilités d'action, de renouer le lien avec le pays, il faut montrer que vous savez écouter. Alors comment voyez-vous la suite et comment pouvons-nous vous aider à annoncer au plus vite le retrait? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, de l'Insertion et du Plein Emploi. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Pierre Dharréville. Vous nous interrogez, Monsieur le député, sur la réforme des retraites. J'ai bien compris que vous appeliez au retrait. Je crains de vous décevoir dans cette réponse. Mais pourquoi est-ce que nous faisons cette réforme et pourquoi est-ce que nous savons que cette réforme est difficile? Nous la faisons d'abord parce que cette réforme est nécessaire. Elle est nécessaire parce que le système de retraite est déficitaire. Il est déficitaire lourdement, structurellement, avec 12,5 milliards de déficit dès 2027, 13,5 milliards en 2030 et 20 milliards d'euros par an à partir de 2035. Et cette réforme est nécessaire pour préserver notre système de retraite par répartition, pour préserver la solidarité intergénérationnelle. Elle est difficile aussi, dans le même temps, parce que c'est une réforme qui demande des efforts aux Français, avec 2 ans de travail en plus, pas pour tous, progressivement bien sûr, en tenant compte de la pénibilité, en tenant compte des carrières longues, en tenant compte des inégalités de carrière qui déjà traversent la société. Nous faisons en sorte, avec Madame la Première ministre, que cet effort soit le plus justement réparti. Et c'est en cela que la réforme est juste. D'abord parce que l'effort est justement réparti, mais aussi parce que cette réforme crée des droits en termes de relèvement des plus petites pensions, des droits en termes de meilleure protection face aux carrières hachées, des droits en termes d'amélioration de la situation des femmes et des hommes. Vous me dites, Monsieur le député, que nous sommes allés chercher des arguments le plus loin possible. Nous ne sommes pas allés très loin en réalité. Nous avons regardé autour de nous et nous avons vu
que dans tous les pays qui nous entourent, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient sociodémocrates. La perspective de l'âge de départ a déjà été relevée. Là, à 65 ans, là, à 66 ans, là, à 67 ans. Et si j'étais malicieux, je vous dirais que même en Espagne, c'est une ministre du Travail communiste qui met en œuvre une réforme, certes votée il y a longtemps, mais qui, depuis le 1er janvier, fait que l'âge officiel d'ouverture des droits est fixé à 66 ans. Vous le voyez, monsieur le député, nous ne sommes pas une île. Nous ne sommes pas isolés, nous avons un déficit démographique, nous avons un déficit financier, nous avons besoin de faire cette réforme et le Sénat, dans les prochaines heures, va continuer à l'examiner avant que vous soyez à l'Assemblée nationale à nouveau saisis, avec toujours ce même objectif, la nécessité et la justice. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Dharréville, 2 secondes. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas raisonnable, il va falloir changer de réponse et une réponse à la hauteur du mouvement social. Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Louis Bricout pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame, ouvriers, employés, fonctionnaires, étudiants, les Français et les Françaises sont dans la rue. J'en reviens, ils sont des milliers et dans la dignité. Ils sont dans la rue, bien sûr, contre votre réforme, mais pas que. Ils sont surtout excédés par vos choix, excédés par votre manque de considération et de respect. Excédés par vos politiques les plus injustes les unes que les autres, excédés de vous entendre ressasser que malgré tout va bien. Alors que nos étudiants font la queue au Resto du Cœur, alors que l'inflation rend la vie de chacun impossible, alors que le réseau des banques alimentaires compte quand même un tiers de bénéficiaires en plus, dont 18% d'actifs. Oui, Madame la Première ministre, je vous parle bien de notre jeunesse, je vous parle bien des gens qui bossent et des petits retraités. Oui, comprenez-le, le monde du travail est excédé de vous entendre dire que tout va bien, qu'il va falloir encore faire des efforts. Votre réforme des retraites, c'est l'injustice de trop. Je vous le demande, pourquoi faire payer aux seuls travailleurs le prix de cette réforme? Et pour qui? Pour une petite minorité de privilégiés? Alors c'est non. Vos dogmatismes et vos certitudes, ça suffit. Un peuple qui a bâti son histoire sur un idéal de justice s'est levé, il vous dit non à cette réforme. Vous n'avez pas le droit de lui opposer un débat bafoué, des procédures législatives tronquées, des 49.3 en bis repetita. Vous n'avez pas le droit de paralyser la France en témoignant à notre peuple mépris et suffisance. La France qu'on aime, ce n'est pas la France qui réussit pour une poignée. La France qu'on aime, elle est dans la rue aujourd'hui. C'est la France du respect et de la considération. Cette France-là, je m'en fais modestement le porte-parole. Quand allez-vous retirer votre réforme? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Bricout, il n'y a jamais de bon moment pour faire une réforme des retraites. Nous l'avons entendu des dizaines de fois. Il n'y a jamais de bon moment parce que finalement, personne n'a jamais le courage de faire cette réforme. Je l'ai dit à l'instant à monsieur le député Dharréville. Il y a une nécessité d'avancer. Il y a une nécessité de faire. Nous sommes dans une situation qui fait que la démographie parle pour la réforme. Dans les années 70, 3 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, 1,7 cotisants pour un retraité. Une perspective de déficit structurel, durable. Que devrions-nous faire? Attendre? Si nous attendons, si nous ne faisons pas la réforme, le déficit continue de se creuser. Ce n'est pas l'absence de réforme qui freinera le creusement du déficit. Si nous attendons 2 ans, 3 ans, 4 ans de plus, les marches à franchir pour retourner à l'équilibre seront toujours plus hautes et la difficulté à mettre la réforme sera toujours plus importante. Donc nous agissons. Nous le faisons en responsabilité, nous le faisons d'autant plus en responsabilité que nous le faisons dans la droite ligne des engagements pris par le président de la République devant les Français à l'occasion de la dernière campagne présidentielle. Nous le faisons en faisant en sorte que l'effort soit réparti le plus justement possible. Et nous ne le faisons pas en étant sourds. Nous avons entendu, nous avons travaillé pendant des mois et des mois autour de la concertation. Et la réforme que nous présentons a évolué au fil du temps. Évolué pour mieux protéger les plus fragiles, évolué pour mieux prendre en compte les carrières les plus hachées, évolué pour mieux prendre en compte l'usure professionnelle et surtout mieux la prévenir. Tout ça, nous l'avons fait avec la concertation. Elle n'a pas permis de surmonter tous les désaccords, mais nous l'avons fait et nous continuons à avancer. Vous dites enfin, monsieur le député, ce n'est pas le moment parce qu'il y a d'autres difficultés. Il y a des difficultés de pouvoir d'achat, il y a des difficultés d'inflation. Mais dans ce cas-là, où étiez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas voté les textes budgétaires qui permettent la mise en œuvre du chèque carburant? Pourquoi n'avez-vous pas soutenu les mesures portées par le gouvernement pour faire en sorte que le pouvoir d'achat des Français soit mieux défendu? C'est en allant sur tous les terrains qu'on est efficace. Nous agissons pour les Français, nous protégeons leur pouvoir d'achat et nous garantissons l'avenir du système de retraite. Je vous remercie, mon cher collègue. Monsieur Bricout. Enfin, monsieur le ministre, je suis quand même désolé, moi j'appelle pas ça du courage de sacrifier le régime social de nos ouvriers pendant 2 ans. Et puis je pense que votre retraite, de toute façon, je pense qu'il faut la retirer, c'est ni le bon moment, c'est pas le bon tempo, monsieur le ministre. Je vous remercie.
La parole est à madame Monique Iborra pour le groupe Renaissance. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. De nombreux rapports, dont celui du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et diverses communications ont attiré l'attention sur la nécessité de prendre en compte le genre dans nos politiques publiques en matière de santé. Il arrive en effet que les politiques publiques sont en effet marquées par des préjugés et des stéréotypes liés au genre et influencent la prise en compte des signes cliniques et retardent les diagnostics nécessaires sans lesquels les stratégies de prévention et de traitement ne peuvent être définies. Les maladies considérées comme étant classées masculines ou féminines représentent des réalités qu'il faut nuancer. 3 exemples. Les maladies cardiovasculaires, apanage des maladies dites masculines, dont les femmes sont les premières victimes. L'ostéoporose, maladie dite féminine, mais qui touche aussi les hommes. Et le papillomavirus étant réputé, lui, toucher exclusivement les femmes. Des stéréotypes, donc, qu'il faut dénoncer. Les conditions de vie sociale, économique et les facteurs environnementaux doivent être pris en compte également, sachant qu'ils impactent de manière différente les hommes et les femmes, ces dernières étant plus touchées par la précarité notamment. Partant de ces constats, comment, monsieur le ministre, aller plus loin pour cette prise en compte du genre et du sexe dans l'élaboration de nos politiques publiques en matière de santé et de prévention, notamment. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Iborra. La santé des femmes est un enjeu majeur pour ce gouvernement, comme l'a rappelé ma collègue Isabelle Rome. C'est également, je le sais, une préoccupation constante des députés de la majorité et d'autres députés au niveau de ces bancs. Alors, permettez-moi de rappeler déjà quelques mesures qui ont été prises récemment concernant la santé des femmes. Tout d'abord, dans le cadre du droit reproductif, la prise en charge à 100% de la contraception d'urgence pour toutes les femmes. Également dans ce cadre-là, la prise en charge à 100% de dépistage et sans ordonnance des infections sexuellement transmissibles pour les garçons et les filles de moins de 26 ans, ces infections étant une des causes majeures d'infertilité chez la femme. Vous l'avez dit, le papillomavirus, le 28 février dernier, avec le président de la République, nous avons lancé la campagne de vaccination des garçons et des filles en 5e contre le papillomavirus. Ce virus est responsable de cancers, chez les hommes comme chez les femmes. Il est surtout responsable de 100% des cancers du col de l'utérus, qui tuent encore plus de 1000 femmes par an en France. Cette vaccination nous permettra de l'éradiquer. Récemment, Madame la Première ministre, dans le cadre de la précarité menstruelle, a annoncé le remboursement par la Sécurité sociale, là aussi à 100%, des protections réutilisables pour les femmes de moins de 25 ans. Mais au-delà, vous avez raison, il existe un certain nombre de pathologies pour lesquelles les symptômes chez la femme sont mal connus, en particulier les pathologies cardiovasculaires. La recherche nous permet de mieux les connaître maintenant. Il convient encore de mieux les déployer et de mieux les apprendre sur l'ensemble du territoire. Prochainement aussi, la PPL de Madame Josso nous permettra d'entrer dans une meilleure prise en charge des couples dont la femme est victime de fausses couches. Sur la prévention également, je ne rappellerai pas les spécificités des rendez-vous prévention, puisque c'est dans cette Assemblée que plusieurs amendements ont amené une spécificité féminine dans ces rendez-vous de prévention. Mais par contre, je reviendrai sur la politique de aller vers, particulièrement importante dans la prévention des femmes et en particulier dans le cancer du sein, politique que nous allons déployer avec les médiateurs en santé. Vous voyez, beaucoup de choses ont été faites. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Hugo Bernalicis pour le groupe La France Insoumise. Madame la Première ministre, en cette journée de mobilisation, je vais vous parler de blocage. Il y a un an, vous refusiez la proposition de loi que j'ai défendue avec Jean-Luc Mélenchon sur le blocage des prix sur le modèle de ce qui se fait en Outre-mer. Depuis, les prix des produits de première nécessité et de l'énergie ont explosé, bien loin des 5% d'inflation dont vous vous targuez. 37% pour la farine, 25% pour le riz, 33% pour les steaks hachés surgelés, 13% pour le lait. De même, les prix du gaz, du pétrole, de l'électricité sont toujours en hausse de plus de 13%. Face à l'inflation, vous proposez de faire confiance à la grande distribution avec un panier anti-inflation. Ça me rappelle l'histoire avec Total, à qui vous aviez demandé
poliment, de manière républicaine, à ce qu'ils fassent un effort. Résultat, 13 milliards de dividendes pour les actionnaires, un record. Tout va bien pour vos amis et toujours pas de taxes sur les super profits. Plutôt qu'un panier anti-inflation qui ressemble plus à un slogan commercial proposé par McKinsey, véritable coup d'épée dans l'eau. Notamment pour les plus précaires, je vous propose une solution pour débloquer la situation, bloquer les prix. La pauvreté s'aggrave, la fréquentation des restos du cœur en hausse de 22% sur cet hiver, la progression alarmante du nombre de jeunes à l'aide alimentaire, 330 000 SDF en France, chiffre multiplié par 2 en 10 ans, et ça continue. Vous ne pouvez plus refuser d'agir en renvoyant encore l'idée que l'État ne pourrait rien. Il faut bloquer les prix, notamment le prix de l'électricité comme nous n'avons voté ici pour les TPE-PME, et je pense évidemment aux boulangers dont la survie en dépend. Alors qu'on nous annonce un Mars rouge pour l'inflation, sortez de vos formules publicitaires de la Startup Nation avec votre trimestre anti-inflation. Agissez pendant que les gens bloquent le pays contre votre réforme des retraites. Bloquez les prix pour ne pas ajouter à une crise sociale, une crise humanitaire. Je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bernalicis, dans le fond, à tous les problèmes économiques de la nation française, vous apportez toujours les deux mêmes réponses. Le blocage des prix ou la taxation des gens. Eh bien, nous sommes opposés aux deux. La taxation des gens, parce que je pense que nos compatriotes en ont assez de payer toujours plus d'impôts et toujours plus de taxes. Et le blocage des prix, parce que le blocage des prix, ça veut dire tout simplement le rationnement de nos compatriotes sur les biens de première nécessité. Nous avons pris des mesures qui nous permettent d'avoir un des taux d'inflation les plus faibles de la zone euro. Nous avons mis en place un bouclier sur le prix de l'électricité. Nous avons mis en place un bouclier sur les prix du gaz. Nous avons mis en place une indemnité carburant transport. Et le résultat de tout ça, c'est que l'inflation qui touche tous les pays développés au monde, les États-Unis, tous les pays européens, il y a un pays qui s'en sort mieux que les autres grâce aux mesures prises par le gouvernement, par cette majorité, par la Première ministre, c'est la France. Vous devriez vous en féliciter. Quant au trimestre anti-inflation, vous en pensez ce que vous voulez. Nos compatriotes qui font leurs courses jugeront et ils verront qu'avec ce trimestre anti-inflation, pendant 3 mois, ils ont droit à des prix cassés. Pendant 3 mois, les distributeurs vont faire des efforts sur leurs marges à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros pour que nos compatriotes, sur les produits alimentaires comme sur les produits de première nécessité, aient les prix les plus bas possibles. Ils pourront s'y retrouver avec un logo tricolore anti-inflation et ils verront dans leur panier que leurs prix baissent réellement. Nous préférons garantir la sécurité d'approvisionnement et les prix les plus bas possibles à ce que vous proposez, c'est-à-dire le blocage et le rationnement. Nous avons également permis aux distributeurs, dans 3 mois, de renégocier les prix avec la grande industrie, de façon à ce que les prix continuent à baisser dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous n'avez plus de temps. Monsieur Julien Audoul pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Monsieur le ministre, dans un récent communiqué, le syndicat de la magistrature de Mayotte a exprimé son rejet des lois de la République qui permettent de lutter contre l'immigration clandestine. Au mépris de la sécurité de nos compatriotes mahorais, confrontés à une criminalité record et à la submersion comorienne, ce syndicat d'extrême gauche a dénoncé le lien pourtant officiel, pourtant avéré, pourtant documenté entre l'ultraviolence et l'immigration. Alors que M. Darmanin s'apprête à lancer une nouvelle opération de communication pour décaser les clandestins, certains juges osent parler de chasse aux sans-papiers et de tout répressif, allant même jusqu'à dire que la politique pénale est décidée par le ministère de l'Intérieur. Monsieur le ministre, devant la représentation nationale, pouvez-vous condamner clairement les déclarations antirépublicaines du syndicat de la magistrature et garantir que la loi de la République s'applique partout et en toutes circonstances sur l'ensemble du territoire national? Je vous remercie. La parole
est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, pardon, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Odoul, les propos du syndicat de la magistrature n'engagent que le syndicat de la magistrature. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que Thani Mohamed Soilihi, qui est un élu de Mayotte, a vivement protesté pour dire un certain nombre de choses et rappeler ce que sont les valeurs de la République notamment et ce qu'elles impliquent. Je rappelle également que les magistrats sont tenus à un devoir de réserve. Et je rappelle enfin que le garde des Sceaux, vous voyez, dans le système démocratique qui est le nôtre, vous faites non de la tête, on n'est pas en Hongrie, ne peut pas intervenir pour dire aux magistrats comment ils doivent s'exprimer. Chacun en pense ce qu'il doit en penser. Sur Mayotte, je voudrais vous dire que nous avons envoyé il y a peu de temps un directeur de service de greffe, 6 nouveaux greffiers, 6 magistrats déjà arrivés, puisque nous avons inventé la brigade de l'urgence, 9 contractuels, 3 juristes assistants en 2021. Je voudrais simplement vous dire que nous avons fait tout cela grâce au budget que vous n'avez pas voté. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Odoul. Monsieur le Ministre, votre réponse est à l'image de votre politique pénale lamentable. Allez-vous, une bonne fois pour toutes, entendre les cris d'alarme du peuple français à Mayotte? Allez-vous, une bonne fois pour toutes, protéger ce département français de la submersion migratoire et de la disparition? Allez-vous, une bonne fois pour toutes, rétablir l'ordre et la paix pour nos compatriotes qui subissent les meurtres à la machette, les attaques de bus scolaires et le communautarisme sauvage? Les Mahorais ont le cœur qui bat au rythme de la Marseillaise. Leur sang n'est pas rouge, il est bleu, blanc, rouge. Abandonnés et trahis depuis 6 ans par votre gouvernement, ils font massivement confiance à Marine Le Pen pour rester des Français. Avec nous, Mayotte est française et le restera à jamais. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Moi d'abord, je ne suis pas pour que les migrants meurent de froid aux frontières, Monsieur Odoul, avec l'humanité qui vous caractérise. C'est ce qui nous distingue. Et deuxièmement, vous êtes comme ces commentateurs de certaines chaînes d'information continue, il n'y a qu'un faucon et bla, et bla, et bla. Mais voyez-vous, pour aider la justice, la police et la gendarmerie, il faut des moyens supplémentaires. Et pour ça, je le redis, je me suis promis que je le ferai à chaque fois que je suis interpellé par vous. Il faut voter les budgets. Ça, c'est mieux que bla, et bla, et bla, et bla. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Francesca Paschini pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chers collègues. Elle s'appelait Angélique, Valérie, Eva, Elena, Catherine, Manon, Mongia, Magdalena, Siem, Marie-Camille, Laurence, Marina, Séverine, Flora, Neda, Valéria, Sophie, Laure, Marie-Antoinette, Assia, Elisa, Joël, Nacera, Cathy, Fatia. Ces prénoms, ce sont ceux des femmes qui ont été massacrées par leurs compagnons ou ex-compagnons depuis le 1er janvier 2023. 5 restent encore anonymes. Je veux aujourd'hui, à la veille de ce 8 mars, leur rendre hommage dans cette enceinte. Si j'arrive à les nommer une par une dans les temps qui m'est imparti, c'est uniquement parce que nous sommes que début mars. D'ici la fin de l'année, cette liste funeste n'aura fait que croître. Les 3 dernières sont décédées le week-end dernier en l'espace de 2 jours. 2 d'entre elles avaient pourtant déjà déposé plainte pour violence conjugale. Toutes ces femmes n'auraient pas dû mourir. Et la seule main qui peut arrêter cette tuerie est celle de notre justice et de notre action publique. Depuis 2017, la lutte contre toutes les violences sexistes et sexuelles est présentée comme la grande cause du quinquennat. Depuis 2017, pourtant, pas une année ne s'écoule sans qu'au moins 100 femmes soient tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Et encore, ce chiffre ne tient pas compte des suicides forcés qui restent un fléau invisible. Nous ne pouvons plus nous contenter des effets d'annonce. Il nous faut enfin un plan complet de prise en charge globale de ce sujet. Une remise à plat de notre approche des violences intrafamiliales, des féminicides et des conséquences de ces derniers. Vous rencontrez prochainement le Premier ministre espagnol. Nous devons nous inspirer concrètement de ce qui se fait et fonctionne dans ce pays.
Madame la Première ministre, allez-vous enfin accéder aux demandes des associations et investir à hauteur de ce qui serait nécessaire? Merci. Je vous remercie. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le premier responsable d'un féminicide, madame la députée, ne vous en déplaise, c'est son auteur. Et les Espagnols que vous prenez en modèle et en exemple que j'ai rencontrés, ils ont un seuil de féminicide en deçà desquels ils ne sont pas défendus. Mais bien sûr, cela ne nous condamne pas au fatalisme. Et nous ne sommes pas fatalistes. Parce que, vous voyez, là encore, la critique, le blablabla, c'est facile. Le nombre de jugements en matière de violence conjugale a doublé, madame la députée, de 2017 à 2021. Le nombre de condamnations en 2017 était de 21 951. Il est passé à 43 702 en 2021. La réponse judiciaire est plus rapide. Les procédures de déferrement ont augmenté de 182%. 205% entre 2017 et 2021 d'éviction du conjoint dès déferment. Réponse pénale plus ferme, augmentation des condamnations, plus 100% entre 2017 et 2022. Les TGD, plus 45%. Les ordonnances de protection, plus 153%. Alors c'est facile, madame, de dire, après avoir énoncé et égrené ces féminicides qui sont terrifiants, le gouvernement ne fait rien. Ça n'est pas vrai. Et madame la Première ministre a fait 2 annonces hier, ce qui prouve, madame, que nous avons envie d'aller encore plus loin. Je vais vous rappeler un dernier chiffre. En 2006, le nombre de féminicides dans ce pays, c'est 179. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Chantal Boulou pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la ministre, ce mercredi 8 mars se tiendra la Journée internationale des droits des femmes. D'Olympe de Gouges à Simone Veil, en passant par Simone de Beauvoir, notre nation a toujours été à l'avant-garde de la pensée et des combats féministes. Au mois d'avril 2022, le président de la République a réaffirmé vouloir faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat. Notre majorité s'engage aussi dans cette voie en affirmant sa volonté d'inscrire le droit à l'IVG dans notre Constitution. Car l'actualité nous démontre que partout où le climat politique se durcit, les droits des femmes sont les premiers bafoués. En Afghanistan, où le régime taliban a interdit toute éducation aux femmes, en plus de les avoir exclues de la vie publique. En Iran, où certains sont allés jusqu'à empoisonner des centaines d'écolières pour susciter la peur et tenter de faire taire ce slogan émancipateur « Femmes, vie, liberté ». L'Ukraine, enfin, où les Nations Unies attestent que les femmes sont victimes de violences sexuelles insupportable de la part de l'agresseur russe. Fidèle à son histoire, la France peut et doit continuer à jouer un rôle dans la protection des femmes. Madame la ministre, à la veille de cette journée du 8 mars, pouvez-vous réaffirmer ici que la diplomatie française, gardienne historique de la défense des droits de l'homme dans le monde, continuera de s'attacher tout autant à la protection des droits de la femme? Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Boulou, merci de votre question, car la France, en effet, s'honore historiquement d'œuvrer pour les droits des femmes et elle continuera résolument de le faire, notamment aujourd'hui où ils sont effectivement menacés dans trop de régions du monde. C'est le cas en Iran, où les femmes engagés pour la liberté ont été réprimés. Et vous vous en souvenez peut-être, Madame la députée, j'ai remis à titre posthume à ma famille le prix franco-allemand des droits de l'homme. C'est aussi le cas en Afghanistan, bien sûr, où les femmes et les filles sont peu à peu effacées de la vie publique. C'est le cas en Ukraine, où nous soutenons les victimes de viols et celles si nombreuses qui ont dû fuir leur foyer. Nous continuerons de porter un message public fort, comme je l'ai fait à l'ONU à Genève il y a quelques jours, d'apporter une aide ciblée, mais aussi d'accroître la pression. Et aujourd'hui, veille du 8 mars, l'Union européenne vient de sanctionner des responsables
de violations contre les droits des femmes en Russie, en Afghanistan, en Iran, en Birmanie, en Syrie, en Soudan du Sud. Tous responsables qui ont porté atteinte aux droits des femmes et que nous sanctionnons par le gel de leurs avoirs et l'interdiction de travailler. Je dois citer l'une des personnes concernées, et pardonnez-moi de trouver que son titre laisse songeur, c'est le ministre afghan du vice et de la vertu. Madame la députée, nous luttons donc partout pour que l'égalité entre les femmes et les hommes devienne une réalité. C'est bien le sens de la diplomatie féministe que nous continuerons de mener. Et bien sûr, je ferai, comme la Première ministre, pour ma part, de nouvelles annonces demain à l'occasion du 8 mars. Mais vous pourrez voir dès aujourd'hui, sur les grilles du Quai d'Orsay, des photos des combattantes de la liberté que nous accueillons et que nous aidons et que nous soutenons dans le cadre du programme qui leur permet de passer plusieurs mois en France, qui s'appelle le programme Marianne. Et nous les honorons. Merci, Madame la députée. Je vous remercie, Madame la ministre. La parole est à Madame Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente. Madame la Première ministre, demain, 8 mars, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes et de la lutte pour l'égalité. Partout en France et dans le monde, les acteurs institutionnels, associatifs, économiques, les citoyens se mobiliseront pour dire leur engagement pour l'égalité, rappeler leurs exigences et marquer le chemin qu'il reste à faire. Les déclarations ministérielles et présidentielles ne feront aucune fausse note dans le concert des bonnes intentions de ceux qui veulent agir pour que les droits des femmes soient renforcés. Pour autant, les grandes déclarations ne suffisent pas. Elles sont louables, mais ne résistent pas au poids des faits et des intentions. Vos intentions pour la réforme des retraites, nous les connaissons. Les femmes paieront un lourd tribut. Le ministre Franck Riester lui-même l'a reconnu. Voilà. Il a raison. Les femmes ont des carrières ininterrompues, doivent travailler plus longtemps. 19% doivent atteindre l'âge d'annulation de la décote pour liquider leurs droits, contre 10% pour les hommes. Le bénéfice des trimestres de maternité qui permet à de nombreuses femmes de partir à taux plein à 62 ans sera annulé par le report de l'âge légal à 64 ans pour 100 000 d'entre elles. Le dispositif carrière longue et votre désormais célèbre retraite à 1 200 € ne concernera que très peu de femmes. En définitive, votre réforme est encore plus d'inégalités pour les femmes. Et si finalement l'égalité salariale permettant d'augmenter les cotisations était une partie de la solution. Plutôt que d'augmenter la durée de cotisation, agissez en permettant aux femmes de gagner autant que les hommes et ainsi de cotiser davantage, ce qui serait réellement une réforme de progrès, une réforme de gauche. Madame la Première ministre, ma question est donc simple. Le gouvernement va-t-il rejoindre le rang de ceux qui veulent faire de l'égalité femmes-hommes une réalité en renonçant à cette réforme inutile et injuste, surtout pour les femmes? Allez-vous agir pour l'égalité salariale? Aujourd'hui, plus que jamais, ces deux sujets sont liés. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail et du Plein Emploi. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Battistel, j'ai eu l'occasion tout à l'heure de répondre à Madame la députée Parpentier-Lecoq en rappelant plusieurs choses. D'abord, la réforme que nous présentons permet de mieux prendre en compte le caractère malheureusement haché de la carrière de beaucoup de femmes, en intégrant des trimestres cotisés au titre de l'assurance vieillesse par an au foyer, dans l'éligibilité à la pension minimum comme dans l'éligibilité au dispositif de carrière longue, nous apportons une première réponse. En retenant et en soutenant l'amendement présenté par Philippe Vigier sur l'intégration des indemnités journalières d'avant 2012 dans le calcul des retraites, nous aidons aussi au rétablissement et à l'amélioration de la retraite des femmes. En faisant en sorte, Madame la députée, que la pension minimum, telle que nous la mettons en œuvre, puisse venir protéger plus fortement celles et ceux qui ont des carrières hachées, nous savons que les 2 tiers des bénéficiaires, les 2 tiers des 200 000 nouveaux retraités par an qui auront une pension meilleure grâce à cette revalorisation que sans la revalorisation sont des femmes. Vous dites, Madame la députée, cette réforme pèse sur les femmes. Je l'ai dit, en 2030, l'effort qui est demandé est parfaitement réparti entre les deux sexes. 50% pour les hommes, 50% pour les femmes. Et nous allons aller plus loin. Nous allons aller plus loin pour faire en sorte qu'à l'initiative de la majorité sénatoriale et avec le soutien de la majorité présidentielle, nous puissions faire en sorte que les femmes qui atteignent la durée d'affiliation requise à 63 ans puissent bénéficier d'une surcote. Ça n'enlèvera rien au dispositif permettant aux femmes d'éviter la décote, d'éviter la difficulté du fait des trimestres majorés, mais ça permettra à celles qui ont une carrière complète de bénéficier d'une surcote. C'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose sur lequel nous voulons travailler. Et puis, 2 dernières remarques, Madame la députée. Vous dites les femmes ont plus souvent besoin que les hommes d'aller jusqu'à 67 ans pour éviter la décote. C'est vrai, mais ça amène 2 remarques de ma part. La première, c'est pour cela que nous avons, pour la première fois,
alors que l'âge légal de départ est relevé. Nous avons fait le choix de maintenir l'âge de suppression de la décote à 67 ans pour justement limiter cet effet qui amène les femmes à aller plus loin. Et puis, assumons ensemble nos responsabilités, surtout quand elles sont partagées. Qu'est-ce qui fait une carrière hachée? Qu'est-ce qui fait une carrière incomplète? C'est la durée de cotisation. En 2013, comme moi, vous avez voté son allongement. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame Battistel. Oui, Monsieur le ministre, ce que je constate à ce stade, c'est que 11 milliards seront supportés par les femmes et 7 par les hommes pour atteindre les 18 milliards d'économies. Merci. La parole est à Monsieur Didier Lemaire pour le groupe Horizon. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Chers collègues, en 2022, en France, 700 communes ont été concernées par des problèmes d'eau potable. Dans le Haut-Rhin, département plutôt connu pour son climat tempéré, nous avions mis en place du citernage. Nous sommes aujourd'hui le 7 mars et plus de 6 départements sont d'ores et déjà en vigilance ou alerte renforcée concernant la sécheresse hivernale. La semaine dernière, les premiers incendies de forêt de 2023 ont eu lieu. Cela nous rappelle l'été particulièrement douloureux que nous avons traversé en 2022, mais en annonce un prochain encore plus difficile. À côté de ça, plusieurs aberrations ont toujours lieu. Seuls 1% des eaux usées sont retraitées en France. Nos 4135 piscines publiques devront vidanger leurs milliers de mètres cubes d'eau cette année encore, malgré des analyses sanitaires saines. Il est toujours interdit d'utiliser de l'eau de pluie dans des sanitaires périscolaires et piscines ou des EHPAD. Monsieur le ministre, je ne vous cache pas d'être très inquiet. J'ai appris au cours de ma carrière de sapeur-pompier qu'en matière de gestion de crise, la chance n'a pas sa place et que la prévention reste son meilleur atout. Dans ma circonscription, une initiative a été lancée en octobre dernier sur le mois de l'eau. Il permet de sensibiliser nos concitoyens et concitoyennes, mais aussi les élus, agents communaux et gestionnaires au rôle de l'eau. Monsieur le ministre, je ne vous demande pas de faire tomber la pluie, mais j'aimerais savoir, en attendant que des nuages gorgés d'eau se pointent à l'horizon, ce que vous comptez faire face à ces nouveaux défis, et cela dès aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Le Maire. On a vécu un été hors norme, 700 communes, plus de 700 communes privées d'eau potable, 1260 rivières qui se sont retrouvées en rupture d'écoulement. Et dès la fin du mois de septembre, nous avons, avec Agnès Firmin-Lebaudot, avec Bérangère Couillard, à Marseille, lancé les premières briques du chantier de la planification écologique qui aboutira dans quelques jours à un plan de plus d'une cinquantaine de mesures très complets sur les aspects de qualité, de quantité, de gouvernance, pour faire en sorte, bien sûr, de tenir compte de ce qui s'est passé, mais pas seulement. Dans ce domaine, avec évidemment un volet outre-mer. Dans ce domaine, sans attendre. Dès le mois de septembre, nous avons également lancé une mission de retour d'expérience confiée à 4 inspections, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, ministère de l'Écologie, pour faire le point sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas marché. Remontée d'informations, suivi, lien avec les collectivités, etc. Et puis dans la continuité, dès le 23 février, nous avons réuni le comité d'anticipation sécheresse. La semaine dernière, j'ai réuni l'ensemble des préfets de bassin, hier tous les préfets de département avec 2 messages simples. Le premier, c'est de ne pas hésiter dès maintenant à prendre des mesures de restriction. On est à la fois dans une situation inédite puisque nous avons abordé cette année et en particulier cette période de recharge avec un niveau des nappes particulièrement faible et nous avons accusé un déficit pluviométrique depuis le début de cette année. Et donc à date, on est dans une situation pire que l'année dernière à la même époque. C'est la raison pour laquelle plus de 12 départements ont déjà des arrêtés de vigilance ou d'alerte et ça ne va pas s'arrêter puisque d'ici la fin du mois de mars, dans tous les départements, les comités ressources eau vont se réunir et à l'issue, des décisions d'arrêtés seront prises. On est donc pleinement engagé là-dessus. Sur le front des incendies, il y a les mesures qui ont été annoncées, les 50 millions débloqués d'ores et déjà pour les SDIS, la campagne sur l'obligation légale de débroussaillement et l'allocation d'un certain nombre d'agents aériens pour être capable de faire face dès cet été. Merci pour votre question. Monsieur le ministre. Je vous remercie. La parole est à Madame Ségolène Amiot pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre Ndiaye, à votre avis,
quelle est la profession déconsidérée et maltraitée qui a connu à la fois un déclassement salarial sans équivalent avec une perte de 1% par an depuis 40 ans et une hausse sans précédent du niveau de recrutement, du degré d'exigence professionnelle et de la diversité de ses missions? Ce sont les enseignants et enseignantes, bien sûr. Enseignants qui sont parmi les plus mal payés de l'OCDE et dont les classes sont les plus chargées d'Europe. La profession porte les stigmates de la brutalité du ministère Blanquer et vous, monsieur le ministre, vous avez été choisi pour tenter de réparer les pots cassés. Choisi pour ce que vous incarnez, mais sans que le moindre détail du décor n'ait été changé. Ce décor, c'est celui d'une logique néolibérale en marche forcée depuis 2017. Celui d'un ministère des Finances qui dicte sa loi à tous les autres. Et c'est ainsi que vous décidez de supprimer 1 millier de postes dans le premier degré à la rentrée prochaine et des centaines dans le second degré. Ainsi que vous vous asseyez sur la promesse du candidat Macron de revaloriser sans condition de 10% tous les enseignants en janvier 2023. Alors, monsieur le ministre, je vous le demande. Comment allez-vous ramener les syndicats autour de la table des négociations si vous n'avez que des fausses promesses et des polices privées, comme à Clichy-sous-Bois, envoyées pour casser du prof à leur offrir? Je vous remercie. La parole est à monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Amiot. Le budget du ministère de l'Éducation nationale augmente de 6,5% cette année. C'est une augmentation inédite. Voilà pour ce qui concerne les chiffres globaux de ce ministère qui vont permettre une hausse de rémunération des enseignants. Contrairement à ce que vous semblez croire, cette hausse de rémunération a deux volets. Un volet inconditionnel pour tous les enseignants, des néo-titulaires jusqu'à ceux qui sont en fin de carrière. Et puis, en effet, un volet assorti de missions nouvelles, facultatifs, pour celles et ceux qui choisiront de s'engager dans cette voie. Voilà pour ce qui concerne la hausse des rémunérations. Vous faites allusion à une réunion technique qui a été interrompue hier par les syndicats, ce qui est regrettable, mais ce qui ne remet pas en cause les négociations que nous avons avec eux depuis le 18 janvier. 50 heures de négociations jusqu'à présent et elles vont se poursuivre. Nous avons des différends sur les missions liées au pacte, mais cela fait partie de l'ordinaire des échanges sincères que nous avons avec les syndicats. Madame la députée, je vous demande de considérer les faits. Les faits, c'est d'abord une baisse des effectifs scolaires que nous ne compensons pas de manière arithmétique, bien au contraire, puisque le taux d'encadrement va s'améliorer l'année prochaine. C'est une augmentation de rémunération des enseignants, mais aussi des personnels de direction, mais aussi des personnels administratifs. Voilà la réalité, voilà ce que nous faisons, Madame la députée. Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame Amiot. Monsieur le ministre, vous n'entendez pas, ou plutôt vous n'écoutez pas ce que vous demandent légitimement les enseignants. L'égalité salariale entre les hommes et les femmes. La revalorisation salariale ambitieuse et sans contrepartie de tous les personnels. Les moyens nécessaires pour instruire dignement nos enfants. Monsieur le ministre, actuellement, vous êtes en train de grossir les rangs des manifestants de ce jour et de la semaine avec les enseignants et les enseignantes qui sont légitimement en colère et qui demandent aujourd'hui bien plus que le retrait de cette réforme des retraites. Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame la députée, je pense que vous feriez mieux de vous intéresser précisément et sérieusement aux réformes entreprises pour l'attractivité du métier de professeur, plutôt que d'inciter nos élèves sur un réseau social douteux à bloquer les établissements au mépris de la loi. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Éric Pouliat pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini. En cette veille de 8 mars, je souhaite attirer votre attention sur la place des femmes dans la fonction publique. Premier employeur de France, elle se doit d'être exemplaire en matière d'égalité professionnelle. 62% de ses agents étant des femmes. Elles sont majoritairement les visages de la République.
Mais malgré les statuts, les grades, les échelons qui définissent les grilles de salaire dans la fonction publique, les inégalités demeurent. Nous n'y avons pas encore atteint l'égalité salariale ni la parité dans l'accès aux postes à responsabilité. Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont encore aujourd'hui de 12%. Beaucoup de choses ont été faites pendant le précédent quinquennat. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, portée par le ministre Olivier Dussopt et sur laquelle je fus rapporteur pour avis, prévoit que les employeurs publics mettent en place des plans d'action pluriannuels relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces plans permettent de s'attaquer à plusieurs enjeux clés, comme les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ou encore leur égal accès au corps et emploi de la fonction publique. Ils contribuent aussi à mieux articuler les vies professionnelles et personnelles et à mieux prévenir les discriminations ainsi que les actes de harcèlement moral ou sexuel. Votre prédécesseur, la ministre Amélie de Montchalin, a ensuite créé le programme des Talentueuses afin d'accompagner les femmes dans leur parcours professionnel et les encourager à prendre des postes à responsabilité. Nous le voyons, l'égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique est une question essentielle sur laquelle des choses ont été faites et d'autres restent à faire. Monsieur le ministre, vous êtes engagé sur le sujet, je le sais. Que comptez-vous faire pour rendre exemplaire notre fonction publique en matière d'égalité professionnelle? Je vous remercie. La parole est à monsieur Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Eric Pouillard. Vous avez bien fait de rappeler tout ce qui a été fait en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Mais je crois qu'on pourra tous en convenir, le chemin reste long en matière d'égalité professionnelle. Et avant de parler d'égalité salariale, je voudrais vous parler des conditions de travail. Parce qu'améliorer les conditions de travail, je crois que c'est la condition première pour que tous les talents, toutes les compétences puissent s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons placé notamment la santé des femmes et la santé au travail, avec la Première ministre, au cœur de notre action pour les mois et les années qui viennent. En nous attaquant à tous les sujets, et notamment aux sujets qui étaient parfois tabous dans notre société. Je dis cela en pensant aux 150 000 femmes tous les ans qui subissent des fausses couches. La situation actuelle, c'est que quand une femme subit une fausse couche, que légitimement son médecin lui prescrit un arrêt de travail, eh bien, en plus des traumatismes, parfois physiques, parfois psychologiques, elle subit une pénalité financière. Parce que la situation actuelle, c'est qu'il y a aujourd'hui un jour de carence dans la fonction publique sur les arrêts maladie liés aux fausses couches. Eh bien, monsieur le député, grâce à l'arbitrage immédiat d'Elisabeth Borne, nous allons supprimer le jour de carence lié aux fausses couches dans la fonction publique. Et au-delà des conditions de travail, nous allons aussi aller plus loin en matière d'égalité salariale. Je l'annonce devant la représentation nationale, nous allons instaurer pour la fonction publique l'index d'égalité salariale qui existait dorénavant ou jusqu'à présent pour le privé. Cet index, ça sera un outil précieux pour pointer les inégalités et surtout pour faire bouger tous les employeurs publics de tous les versants de la fonction publique, puisqu'il y aura des pénalités qui pourront s'appliquer et de tout cela nous pourrons parler pour tous ensemble d'ici l'été modifier la loi. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Serge Muller pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux, monsieur Éric Dupond-Moretti. Dans mon département, la Dordogne, où il y a quelques années, on ne fermait ni les portes de nos maisons, ni celles de nos voitures, l'inquiétude s'installe et la population se résigne. En effet, la délinquance se structure, elle s'organise et comme à Marseille, les dealers affichent les tarifs sur les murs des immeubles. Nous ne sommes qu'à Bergerac, monsieur le ministre. Nous ne sommes qu'à Bergerac, dans un département rural, réputé calme. Et pourtant, il y a des rues du centre-ville qui deviennent zones de non-droit. Nombreuses sont les jeunes femmes qui ne sortent plus seules. Allez leur dire que l'insécurité n'est qu'un sentiment quand les viols et les agressions sexuelles ont augmenté de 30% en un an. Allez leur dire que l'insécurité n'est qu'un sentiment quand les coups et blessures volontaires ont augmenté de près de 400% ces 20 dernières années. Dans nos départements ruraux, où les taux de pauvreté atteignent les 20%, nous ne pouvons laisser la délinquance s'organiser et se structurer.
au risque qu'elles deviennent inévitables, comme c'est le cas aujourd'hui dans nos métropoles. Il nous faut des mesures fortes. Alors, Monsieur le ministre, je vous le demande. Pourquoi êtes-vous opposé au rétablissement des peines planchers, proposition de votre propre majorité? Votre laxisme régalien laisse se développer l'insécurité qui, je le répète, n'est pas qu'un sentiment. Car certes, Monsieur le ministre, si un sentiment peut blesser, je doute qu'il puisse laisser des marques indélébiles sur des visages. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Les oreilles m'en tombent lorsque je vous entends, monsieur le député Muller. D'abord, je voudrais vous dire que la proposition de loi de nos amis d'Horizon est une proposition de loi dont nous avons débattu ici longuement. L'Assemblée nationale a tranché, il est normal que les uns et les autres puissent s'exprimer. Mais ces murs, voyez-vous, ont des oreilles, ils ont une mémoire retranscrite dans un compte-rendu. Et je voudrais vous dire que 2 de vos députés se sont particulièrement illustrés. Le premier souhaitait des peines planchers absolument obligatoires et le juge ne pouvait pas, si j'ose dire, s'en sortir. Il n'avait plus de liberté juridictionnelle. C'est totalement inconstitutionnel. Deuxièmement, l'une de vos députées nous a dit que la justice était laxiste, c'est l'une de vos marottes, à raison du fait qu'une cour d'assises avait acquitté un certain nombre d'accusés. Bon, quand vous serez au pouvoir, si cela devait arriver, vous condamnerez des hommes au bénéfice du doute. Voilà, monsieur le député, ne cherchez pas à nous opposer à nos amis d'Horizon. Nous avons eu un débat serein, constructif, nous avons argumenté, vous êtes comme d'habitude dans l'excès. Mais avant de m'asseoir, je voudrais vous dire que des juridictions font à cet instant l'objet de coupures de courant. Cette origine est une origine malveillante. La justice doit sans doute s'arrêter pour certains d'entre vous. La désobéissance civile, c'est une désobéissance à la loi. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Muller. Vous avez fait vous aussi du blabla, vous n'avez pas répondu à ma question. La parole est à Madame Mathilde Desjonquers pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, le gouvernement a pris il y a environ 15 jours en Conseil des ministres une ordonnance sur la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvement de terrain différentiel. Comme le texte l'a rappelé, plus de la moitié des maisons individuelles en France sont construites sur des sols argileux susceptibles de présenter un risque moyen ou fort de dégâts provoqués par un phénomène naturel de succession d'épisodes de sécheresse et de réhumidification des sols. De plus, sous l'effet du réchauffement climatique, nous savons que la planète connaîtra davantage d'épisodes de chaleur extrême avec des épisodes de sécheresse plus sévères et récurrents, comme l'a souligné notamment la Fédération professionnelle France Assureurs, qui chiffre les sinistres à 43 milliards d'euros entre 2020 et 2050. 3 fois plus que les 13,8 milliards indemnisés sur la période de 1989 à 2019. Pourtant, si le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux est étudié et documenté en France depuis plusieurs années, il y a encore une méconnaissance des sinistrés et des acteurs locaux sur l'impact de la sécheresse et de ce phénomène sur le bâti et les dispositions constructives pour s'en prémunir. Les sinistrés se sentent ainsi souvent démunis face au coût des travaux et à l'impact psychologique que peut induire la dégradation de leurs habitations. Face à ce constat, ne serait-il pas plus judicieux, Monsieur le ministre, de trouver des solutions durables afin de prévenir au mieux ce phénomène? Il y a aujourd'hui une obligation d'étude des sols, mais qu'en est-il de l'obligation de construction pour mettre à l'abri les futurs propriétaires que prévoit le gouvernement à ce sujet? Ma deuxième question concerne les victimes. Au-delà de la compensation financière, que prévoit le gouvernement pour les accompagner dans la transformation de leur maison afin que celle-ci s'adapte au mieux à ces mouvements de sol dus à la sécheresse? Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Desjonquers. J'associe Olivier Klein à la réponse que je vais vous faire, puisque c'est un sujet que nous suivons avec le ministère de la Ville et du Logement. Vous l'avez dit,
Plus de la moitié des maisons individuelles de ce pays sont construites sur des terrains argileux qui sont susceptibles d'entraîner des risques de retrait-gonflement d'argile avec un aléa moyen ou fort. Les chiffres sont assez éloquents. On était sur une moyenne d'un demi-milliard d'euros d'indemnisation jusqu'à il y a 4-5 ans. On est passé sur 1 milliard d'euros par an en moyenne. Et le coût de la sécheresse 2022 pourrait avoisiner les 3 milliards d'euros uniquement sur ce phénomène. Le gouvernement agit dans 2 directions. Une, avec l'appui du Parlement dans le cadre de la loi Elan, principalement pour les ventes de maisons, de manière à mettre une obligation à la charge du vendeur. Et pour les constructions neuves, avec l'obligation d'une étude géotechnique de terrain qui ensuite est communiquée aux constructeurs et qui permet a priori de diminuer le risque, la prévalence ou la survenue de choses de ce type pour les constructions futures. Puisque pour l'essentiel, ce retrait-gonflement d'argile est lié à des différentiels de terrain qui sont provoqués par la sécheresse et à des constructions qui ne sont pas adaptées. Reste le sujet de ceux qui sont touchés. Et là, c'est l'ordonnance que nous avons présentée le 8 février dernier. Cette ordonnance, d'abord, elle facilite le fait d'être indemnisé en disant c'est plus la sécheresse d'une seule année qui compte. Des sécheresses à répétition peuvent entraîner une indemnisation. Et ensuite, on donne aux propriétaires un moyen de se prémunir contre l'expertise assurantielle pour être défendu de manière à ce que l'assureur ne rechigne pas à payer, y compris pour les frais de relogement quand les gens sont concernés. Vous avez 2 grands types de dispositifs, terrain neuf, assurance. Reste un nouveau volet. Avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement qui se poursuit, est-ce qu'on ne doit pas penser à d'autres modes plus pérennes qui ne reposent pas que sur le régime des catastrophes naturelles? Ça fera évidemment partie de l'objet des réflexions qui ont été confiées au service du ministère dans le cadre du plan d'adaptation au changement climatique dont nous conduisons la révision. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'économie, avec votre projet de recul brutal des retraites, l'envolée des prix alimentaires et de l'énergie sont les premiers sujets d'inquiétude des Français. Avec 15% d'augmentation en moyenne en un an, ces 2 postes occupent à eux seuls un tiers des dépenses des ménages les plus modestes. Cette situation est intenable. Un chiffre dramatique le prouve, le recours à l'aide alimentaire a triplé en 10 ans. Mais comme dans votre logiciel ultralibéral périmé, on n'exige jamais rien des entreprises, des multinationales. Pour répondre à la crise de l'énergie, vous avez créé un bouclier tarifaire qui s'est avéré ruineux pour les finances publiques sans résoudre le problème pour les Français. Et vous nous ressortez la même routine pour la crise alimentaire en demandant gentiment à la grande distribution de faire un effort. Un effort qui, au passage, va lui permettre d'étouffer un peu plus les petits commerçants, les petits producteurs. Aux riches, les demandes polies et inefficaces. Aux pauvres, l'aide alimentaire et les réformes injustes. Pourtant, une seule solution permettrait de se sortir de l'ornière. L'augmentation des salaires, des prestations et des pensions. Depuis près de 15 ans, les politiques de modération salariale et vos réformes, qu'elles portent sur l'assurance chômage ou sur les retraites, plombent le pouvoir d'achat de l'immense majorité des Français. Beaucoup ne peuvent plus vivre décemment des fruits de leur travail. Ils ne peuvent envisager de s'offrir des produits locaux, issus de circuits courts ou simplement partir en vacances. Il est donc temps d'assumer vos choix politiques. Pourquoi refusez-vous d'indexer les salaires du public et du privé sur l'inflation? Pourquoi refusez-vous d'augmenter le SMIC, les prestations et les pensions en conséquence? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Allez-y. Moi, je peux m'adresser uniquement à Jean-Paul Lecoq, il est juste en face de moi. Il sait le respect que j'ai pour lui, l'amitié locale. Donc évitons peut-être les caricatures. Je partage totalement ce que vous dites sur le choc. Qu'est-ce que c'est que cette censure? Et à quel point il pénalise nos compatriotes, en particulier les plus modestes. Les 2 postes les plus lourds, c'est effectivement l'énergie et l'alimentation. Sur l'énergie, aucun État européen n'a fait autant que nous.
Nous avons mis en place un bouclier sur l'électricité, un bouclier sur le gaz. Les factures auraient dû augmenter de 180 à 200 euros. Dans certains pays européens, c'est 300, 350 euros. Ça n'est pas le cas pour nos compatriotes français. Ça nous coûte 46 milliards d'euros. Et dans une logique qui n'est pas très libérale, vous le reconnaîtrez bien volontiers, nous sommes allés prélever 26 milliards d'euros sur les fournisseurs d'énergie. Donc nous avons taxé lourdement les fournisseurs d'énergie pour qu'ils payent plus de la moitié de ce bouclier énergétique. Ensuite, il y a l'alimentation. Là aussi, ils n'ont pas resté les bras croisés en disant les prix alimentaires augmentent, nous ne faisons rien. Nous avons mis en place ce trimestre anti-inflation. Il va coûter plusieurs centaines de millions d'euros aux distributeurs et nous avons veillé, vous avez parfaitement raison de le souligner, à ce qu'on ne touche pas à la loi Egalim pour que les producteurs agricoles ne soient pas pénalisés, que ce ne soit pas eux qui payent la facture au bout du compte, mais bien les distributeurs. Et je souhaite que les grands industriels payent aussi la facture, ce qui nous a amené à demander à ce qu'on renégocie les contrats fin juin, à la fin de ce trimestre anti-inflation, pour que les industriels, les grands industriels, prennent aussi leur part de l'inflation. Sur les salaires, le SMIC, je le rappelle, a augmenté de plus de 8% depuis un an, parce que le SMIC, le salaire minimum, lui, il est indexé sur l'inflation. Et là où j'ai peut-être une vraie différence avec vous, c'est que j'estime qu'indexer tous les salaires sur l'inflation, c'est courir le risque d'entretenir l'inflation, là où nous, notre objectif premier, c'est de faire disparaître l'inflation. Elle devrait refluer mi-2023. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Nicolas Ray pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Santé. 21 000 lits fermés depuis 2017, démission de personnel, services d'urgence saturés. Tels sont les symptômes de la crise profonde que traversent nos hôpitaux, notamment dans nos territoires ruraux. Et le plafonnement de la rémunération des médecins intérimaires, qui va entrer, comme vous le savez, en vigueur dans quelques jours, risque de déstabiliser un peu plus nos hôpitaux en sous-effectif. Ma question portera plus spécifiquement sur le manque d'investissement dont souffrent nos hôpitaux. En effet, l'investissement hospitalier a été divisé par 2 en 10 ans. Que ce soit à Vienne, à Pithiviers ou encore à Vichy, dans ma circonscription, l'état des bâtiments hospitaliers est indigne. À l'hôpital de Vichy, un garde-corps est même tombé du 3e étage du bâtiment de pédopsychiatrie qui est en état de délabrement. Mais ce qui est choquant, Monsieur le Ministre, c'est que de nombreux hôpitaux connaissent un manque de soutien des ARS, tout simplement parce que leur situation financière est jugée trop saine. Lors du Ségur, l'hôpital de Vichy n'a pas pu bénéficier pleinement des aides à la reprise de dette, uniquement parce qu'il n'atteignait pas le taux d'endettement requis. Et à ce jour, le projet de construction du nouveau bâtiment principal est toujours en attente du soutien financier de l'ARS. Visiblement, dans le système actuel, on préfère sanctionner les bons élèves. Monsieur le ministre, plus que des plans à répétition, nos hôpitaux ont besoin aujourd'hui d'une ressource budgétaire pérenne et dédiée à l'investissement, comme l'a d'ailleurs recommandé la commission d'enquête du Sénat. Alors ma question sera simple. Comptez-vous enfin assurer un financement stable, suffisant mais surtout équitable entre les différents hôpitaux de nos territoires? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Nicolas Ray, vous le savez, je suis avec une grande attention la situation de nos hôpitaux et j'en profite d'ailleurs pour saluer l'ensemble des soignants des hôpitaux publics qui continuent à tenir bon la ligne dans des situations par mois difficiles. Alors, je vais pas revenir sur tous les éléments dont vous parlez. Les fermetures de lits, c'est un grand débat. On pourrait y revenir avec des alternatives à l'hospitalisation. Je veux juste un petit point sur l'intérim. Vous semblez brocarder un petit peu cette loi sur l'intérim. Je vous rappelle simplement qu'elle a été votée dans cet hémicycle et donc nous ne faisons que l'appliquer, certes un peu tardivement, mais en tout cas c'est sa mise en application. Concernant l'investissement dans les hôpitaux, et je ne reviens pas sur la reprise de dette dès 2019 qui a permis à certains hôpitaux de remonter la pente, l'investissement du Ségur c'est quand même 19 milliards d'euros. En ce qui concerne l'Allier, dans la première vague d'investissement, c'est une somme de 55 millions d'euros. Nous avons pu en discuter d'ailleurs récemment avec les élus de l'Allier et le président Malhuret. Ce n'est pas tout, ça s'accompagne d'un changement à l'intérieur même des hôpitaux, avec un changement de fonctionnement que je conduis à l'intérieur des hôpitaux pour retrouver l'échelle du service, beaucoup plus attractive pour l'ensemble des soignants, travailler sur l'organisation territoriale et, cela ne vous aura pas échappé, revoir le financement des hôpitaux, comme l'a annoncé le président de la République en début d'année, pour sortir du concept de tout et deux A.
En ce qui concerne l'hôpital de Vichy, je vous confirme que nous comptons l'accompagner de manière très significative, toujours dans le cadre de ce Ségur d'investissement. Le budget est en train d'être structuré et séquencé avec les élus autour de 130 à 140 millions d'euros sur une période de 5 à 10 ans. Ce budget fait suite à un projet médical porté par l'ensemble de la communauté médicale et bien entendu l'État sera présent aux côtés de l'établissement pour conduire cette rénovation du site de Vichy. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur Ray. Oui, le président de la République a fait de nombreuses annonces lors de ses vœux au monde de la santé. Monsieur le ministre, nous attendons des actes concrets, des engagements précis. Il en va de la dignité de nos soignants et de la santé des Français. Je vous remercie. La séance des questions au gouvernement est